fait la famille, c'est l'héritier. On n'est pas dans ma kitchen comme vous pouvez voir, mais on est au bord du canal. Et qui dit bord du canal, dit promenade, mais surtout dit retour de course. Oui, parce qu'aujourd'hui je reçois un invité. Pas n'importe qui, encore une fois, quelqu'un avec qui j'ai un vécu, quelqu'un avec qui j'ai passé du bon temps et que j'ai fait des bons trucs. Bref, aujourd'hui je l'accueille chez moi, dans ma kitchen, et on va faire à manger, on va rigoler, on va boire des bons coups, et on va parler de tout un tas de sujets. C'est pas mal comme délire. Bref, la famille, aujourd'hui, un invité supplémentaire, une discussion supplémentaire, et on va se la kiffer, tranquillou, tranquillou. Allez, prends de la hauteur ma gueule. Prends de la hauteur. Salut l'équipe, c'est David de la Place, on se retrouve dans ma kitchen, on va déguster des bons petits plats, parler ensemble, boire un petit coup, ça va être totalement incroyable. N'hésitez pas à suivre l'aventure, reste à l'affût mon jeune. Salut David, comment ça va? Ça va très bien toi? Alors, bienvenue dans ma kitchen. Ça mange du popcorn, tout va bien. Ah, ça se popcorn salé. J'espère qu'il y aura d'autres trucs parce que le popcorn ça va pas sustenter mon estomac. Non, t'inquiète. J'ai un peu la dalle. C'est vrai, tu commences à avoir faim? Mais il est 14h. Hein, Ouais, c'est vrai, je viens de le dire. Bon alors, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger, vu que je sais que on a un petit rapport tous les deux sur le Mexique. Mexicanisme Tu à m'as fond. souvent traité de Mexicano. Je t'ai pas traité, t'as une tête de Mexicain, j'y peux Traité. rien. Il m'a traité, madame, il m'a traité. Donc je me suis dit que j'allais partir sur Tes origines. sur mes origines mexicaines. En fait, le principe de quand je vais recevoir les gens, quand je reçois des gens dans ma cuisine, c'est des recettes que j'ai déjà faites, Ok. que tu peux retrouver sur ma chaîne. Mais que tu viens de refaire, c'est pas des restes. Non, c'est pas des restes. C'est dingue, hein, j'arrive pas à m'arrêter. Donc ça, c'est un effiloché de bœuf. Là, ça me parle. J'ai fait des petits pains, j'ai fait des haricots rouges et j'ai fait un riz sauté. C'est du vrai bœuf parce que je suis vegan. Alors si tu es vegan, c'est du bœuf de haricots. Non, ça ira. Donc on a pas La mal viande. de trucs. On a pas mal de trucs, il va falloir assembler tout ça. Je t'ai fait du pain, il est où? Regarde, hop. Soulève ce petit... Mets-le là, comme ça on le verra. Sinon tu me diras, on le verra là aussi, on verra partout. Ah ouais. Ça m'a l'air pas mal ça. Moi je goûte. Ouais, vas-y, fais-toi Ah, plaisir. c'est chaud. Hein. Et en dessert, parce que bien sûr, j'ai fait une petite tarte aux pommes qu'il va falloir que j'abricote vite fait. Bricole, j'ai du pain. Hop. Où est-ce que Et j'ai les mis mon méga bons font abricotage? Il est là, mon abricotage, il est là. Il y a aussi ça que tu peux commencer à goûter si tu veux. C'est du houmous. Ça va être problématique ça. Tiens. Je vais un peu trop graille je pense. Ouais, Ouais. mais garde un peu d'appétit parce que T'inquiète pas. tu vas avoir d'autres trucs derrière. Mais ça, c'est bon. N'est-il pas? L'enfoiré c'est exceptionnel. T'as la recette de ça quelque part? Bah ouais. En fait, toutes les recettes que je te propose, tu peux les retrouver sur ma chaîne. Eh bah écoute. Donc toi, a priori, tu es dans la team cuisine, tu vas pouvoir te faire super plaisir. J'ai jamais fait de houmous. Ouais. Ça m'a pas l'air compliqué. C'est pas ultra compliqué. Ce qu'il faut, il y a une technique qui est simple, mais qu'il faut suivre, c'est d'utiliser du bicarbonate Ok. pour virer la peau. Parce que souvent, les gens, ils virent pas la peau des pois chiches, et c'est ce qui rend les pois chiches indigestes. C'est ce qui fait péter, Ok. c'est ce qui fait que ça te reste sur l'estomac, c'est la peau. Ok. Si tu enlèves juste la peau, c'est tu as un réglé. truc qui est magnifique. Et ensuite, il y a une deuxième technique, c'est que tu le fais avec des glaçons. Tu mets des glaçons dans ton truc pour pas que ça chauffe et permettre qu'il soit bien, comme tu vois, il est soyeux là, il est bien souple. C'est pas une Il pâte, est excellent. c'est pas une pâtée quoi. Ouais, tu ouais. vois. Voilà. C'est excellent. Écoute, j'ai envie de te dire, ça régale. Avec le pain là comme ça, t'as vu comme ça marche? Ça régale. En plus, tu l'as fait assez rapidement, hein, Ouais. je trouve.
Donc je veux bien la recette du pain aussi. Elle est aussi disponible. En fait, quand j'ai commencé à me mettre sérieusement à la cuisine, j'ai décidé de tout faire. Et le premier truc, donc du coup, c'est le pain. La base, tu vois, de tous les repas, ça commence souvent avec du pain. Ouais. Donc, que ce soit pour les burgers, que ce soit pour les sandwichs, ou pour même avoir du pain à table, que ce soit la pâte à pizza, que ce soit les pâtes pour les gâteaux, etc. Non, mais je te rejoins. Voilà. Là, c'était ma vraie question en termes de cuisine il y a peu. Ouais. Parce que je cuisine à mort. Ouais. Mais je fais pas les pains et je fais pas les pâtes à pizza. Je les achète déjà préparées. Ouais, j'achète des pâtes en boule, tu vois. J'achète pas des pâtes. Tellement facile. En fait, ce qu'il faut, c'est désamorcer. Hein. Mais vas-y, que tu commences à dire, vas-y. Excuse-moi, je te coupe pas. J'arrive. Je sens que t'es dedans. Mais c'était vraiment le truc que je voulais mettre en place prochainement, tu vois. Ouais. Apprendre à faire mes propres pâtes pour pouvoir déguster un peu plus. Surtout le pain, faire des pains à burger tout seul là. Vu que je fais des burgers d'exception. Bah, je te promets, quand tu vas commencer à faire ton pain, tu vas dire ah ok. Là je commence à rentrer dans une team différente. Ouais, tu veux bien retirer ça de ma vue parce que sinon je vais tout manger. Regarde ça. Ouais, ça c'est exceptionnel. Moi je suis très dans la pâtisserie. Elle est jolie, hein. Ouais, magnifique. Surtout elle est rapide et je pense qu'on va peut-être se régaler. Peut-être. Peut-être se régaler. Bon alors David, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me faire une petite présentation du personnage? Accompagné, oui, mon verre. Il est là. Allez, on trinque. Déjà à ta santé, ça fait très longtemps. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, c'est ça, hein? Écoute, David Delaplace, photographe. Je travaille essentiellement dans la musique. Je fais des pochettes d'albums, des livres, des jeux, des affiches de spectacles, une affiche de film. Enfin, on y arrive. C'était quoi le film? Le dernier film de Sofiane, Barbès Little Algérie. Ah oui, d'accord. Bien. Ouais, c'est cool. Ok. Sofiane que j'ai rencontré dans le rap du coup, avec qui j'ai fait une pochette d'album. Et plein de Sofiane, covers de singles. il est acteur dedans. Il est acteur dedans. D'accord. Et en fait, excuse-moi. Il est acteur dedans et en fait le casting de distribution ou je sais plus qui exactement avait fait faire déjà une première affiche de film qu'il a pas trop apprécié. Du coup, il m'a appelé pour sauver un peu le truc. Ouais, vu que tu avais déjà fait, Ouais. t'avais fait Affranchi. J'avais fait La Direction. Ouais, voilà, celui où il est en mode patron Ouais. là. J'avais fait La Direction, plein de covers de singles, beaucoup de photos pour lui et du coup, ça fait peut-être 6-7 ans qu'on bosse ensemble. Donc là, il m'avait appelé pour ça. Et là, je développe beaucoup d'affiches de spectacles en ce moment. C'est plutôt cool. Ça change un peu. Tu peux expliquer un peu, nous, quand est-ce qu'on se connecte, quand est-ce qu'on se rencontre? Jamais. À On partir de là. s'est rencontrés à l'époque Un peu de avant. Lords, c'est ça? Ouais, à l'époque de Lords, un Ouais, peu avant. D'accord. À peu près, ouais. À l'époque où, c'est quoi, c'est 2015 à peu près? Un truc Ouais, comme je ça, crois, c'est Ok. 2015 à peu près. Studio dans le 18e, je suis tous les jours là-bas. Jusqu'à ce que j'ai mon bureau dans ces foutus D'accord, bâtiments. ok, c'est ça. Et on cuisine pas ensemble. Et Et pourtant, il y a une cuisine. on n'a jamais cuisiné ensemble, ouais, C'est vrai. fou. Tu Alors faisais des que petites salades déjà intéressantes. Moi, je hein. faisais plein de trucs, ouais. On en a fait, hein. On en a fait pas mal des trucs ensemble là, entre les. Je t'ai retrouvé la dernière fois dans un tournage de McTyre avec Caméra Méa, là. Ouais. Et t'es accroché en haut sur les barres Ouais. et tu tiens une lampe comme ça. Et je tiens une lampe exactement parce qu'il n'y avait pas énormément de matériel et qu'il fallait un effet de J'avais mouvement. pas d'accroche, donc c'était toi Et l'accroche. je me suis mis entre les racks, posé comme ça. Ça, c'était. Et ouais, c'était pas mal. Je suis un trépied des fois. C'est là où je me suis rendu compte que t'étais différent des autres frelots. Ouais, je suis un peu con. Ah non, t'es un peu Ouais, tout tu me dis terrain, de faire, tout je terrain, fais. quoi. Ben en fait, je Ouais. pense à la base, ils avaient fixé la lumière. Parce que tu peux la mettre en pied fixe, mais on voulait du mouvement sur, Ouais, un sur la balancier, lumière, ouais, un balancier, il n'y avait pas de quoi le faire. Je dis, bah ok, vas-y, moi je le fais, Ouais. t'inquiète. J'ai attrapé une lumière, elle a bougé, c'est pas compliqué. C'est pas très confortable. Il faudrait que les gens voient de quoi il s'agit. Ouais, mais je vais montrer, Ah ouais, t'inquiète. t'as les rushs. T'inquiète. Parce que le gainage, mon pote, bah oui, Ah, il t'en fait des choses, David. Hein. tu vois ce gainage de l'enfant. Comme ça, on peut bouger un peu la lumière, tu vois.
j'ai tout ce qu'il faut. Si je lance le sujet, je suis impatient de revoir ça. J'adore. Puis en plus, t'as pas la même tête. Ouais, ça c'est pas grave, j'assume ma tête. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Je me rappelle qu'on était monté avec Dean Burbigo en Hollande. Ouais, c'était pas mal ça. On a fait combien? 3 jours? 4 jours là-bas? 3 jours, je crois. 3 jours, ouais. Ouais, c'était pas mal. Dans la casse et tout, tous les décors, c'était complètement fou. Là, j'aimais bien. Cette époque-là, il y avait une belle synergie. Ouais, il y avait une énergie qui était vraiment cool. L'époque Dean, elle était cool. Ouais. Il y avait une vraie énergie qui était plutôt sympa. Bon, et toi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce que je réfléchissais la dernière fois, parce que pour moi, t'es de cette connard. Génération. Non, mais t'es un personnage intéressant sur le fait d'avoir une motivation de base et de réussir à aboutir à un truc. Ou c'est ton envie qui t'a amené à ça. Ouais. C'est l'impression que j'ai toujours eue par rapport à la photo te concernant. C'est que c'est pas ton univers de base, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, et que t'es arrivé là. Pas un peu par hasard, tu vas m'expliquer, mais que ce que je retiens de toi, c'est surtout cette détermination, ce côté vas-y, je peux le faire, j'y vais, je le fais. Si je peux le faire, je le fais. Ouais, en fait, moi, je suis dans un truc où... D'où viens-tu? Qui es-tu? Non, mais tu sais, j'ai grandi dans le 9-1. Après, je veux pas rentrer dans des histoires, machin, je me plains, mais j'ai grandi dans une cité dans le 9-1, avec une mère qui nous élève seule, qui est l'histoire classique de 1 million de personnes, mais qui du coup est une histoire qui te donne peut-être un peu les dents, tu vois. Et du coup, j'ai toujours eu ce truc où je me suis fait confiance, tu vois. Dans tout ce que j'ai fait, je me suis toujours fait confiance à toute patate et je me suis toujours dit, frérot, si tu veux faire un truc, tu peux le faire. Je suis pas de ceux qui vont se plaindre du système, de tout ce qu'il peut y avoir en place. Je suis pas posé au café avec mon verre et à me plaindre toute la journée. Frérot, si je veux faire un truc, je le fais. Ça veut pas dire que je vais le faire bien, ça veut pas dire que je vais être le meilleur, mais en tout cas, je reste dans l'optique de me dire que à ce moment-là, je suis le meilleur et que je peux le faire. J'atteindrai peut-être ou non le but, mais en tout cas, je me lance. Tu vois ? Et c'est un truc que j'ai toujours eu. Et du coup, dans la musique, quand j'ai commencé à travailler un peu dedans, j'avais acheté un appareil photo comme ça, on m'a appelé, je fais des photos de mon frère, un manager qui me dit ok, ça peut être intéressant. Moi je découvre le métier, je me dis ok, cool. Attends, tu fais des photos de ton frère, c'est-à-dire? Mon frère il rappait à l'époque. Ah là, c'est ça que j'attendais. Non, mon frère il rappait à l'époque. Ton frère il rappait, ah ouais d'accord, ok. Ton frère, je découvre beaucoup de choses sur lui aujourd'hui. Ouais, tu savais pas? Non, si, je savais. Non, ouais, il rappait à l'époque, c'était une sacrée époque, on va dire ça comme ça, on peut pas tout dire. Mais c'était une sacrée époque. Et en gros, donc je fais quelques photos. J'ai le manager de Tito Prince à l'époque, un mec de mon quartier, qui me dit ouais, j'aimerais bien que tu le prennes en photo. Du coup, moi, je découvre le métier. Vraiment, genre, j'ai 21 ans, 22 ans, je découvre. Je savais pas que ça existait. C'était pas comme aujourd'hui, les réseaux. Tu vas sur les réseaux, tu mets photographe et tu vois 1 milliard de personnes. Bien sûr, puis t'as des tutos, t'as des trucs qui t'expliquent comment faire, etc. Il y avait quelques tutos, mais il fallait aller les chercher. Et j'avais pas cette interrogation en moi. Tu vois, qui me dit ok, ça existe, photographe de rap? Non, je n'en savais rien, et puis j'étais passé à côté de ce truc-là. Et du coup, je me dis ça peut être intéressant, je commence à me mettre dedans. Quand je fais un truc, en général, je suis genre de petit con qui essaie de le faire à fond. Et au début, c'est vraiment un truc où j'essaie de passer l'ennui, tu vois, plus qu'autre chose. Ouais. Je suis pas dans un truc où je me dis vas-y, je vais travailler dedans. C'est vas-y, frère, rien à faire. Soit je suis à la cité en train de galérer, soit je suis avec des artistes que j'aime bien. Autant aller avec des artistes que j'aime bien. Alors, je vais t'interrompre. Pourquoi justement pourquoi la photo? Parce que je trouvais ça cool. J'ai toujours trouvé ça cool. D'accord. Alors, j'avais pas la chance d'avoir du matériel chez moi quand j'étais plus petit. Tu sais, les mecs qui vont te raconter l'histoire. Ma mère, elle m'a offert mon premier appareil photo. Souvent, parce que ma mère, elle avait pas dosé, elle avait pas que ça à foutre de nous acheter des appareils photo. Mais aussi loin que je me souvienne, nous, quand on était petits, un truc que j'ai jamais raconté. Quand on était petit, on partait en famille d'accueil, en vacances. D'accord. Tu vois, ma mère, elle n'avait pas d'oseille, donc on partait en famille d'accueil, séparément en plus. D'accord. Quasiment, à part à l'âge adulte, et j'ai vécu une seule fois dans ma vie des vacances où on est ensemble. Tu vois, c'est Betaraba qui nous avait envoyé en vacances, je crois que c'était un organisme, tu vois, solidaire, machin. Mais sinon, je suis jamais parti en vacances. Oh, il pleure. Non, c'est pas le cas. T'inquiète, mais en gros, quand j'étais dans la famille d'accueil qui m'accueillait,
Et là, je les ai jamais revus. J'aimerais bien un jour les revoir. Je les ai jamais revus. Et donc, quand j'étais là-bas, on faisait des fois des sorties, des trucs et tout. Et ils avaient un grand-père qui avait un espèce de, je sais pas si c'est un ranch, mais tu vois, une maison de campagne. Il avait une calèche. Frère, moi, je sortais de ma cité, je faisais du cheval. C'était fou. Bien sûr. Et on faisait des photos. Et j'aimais beaucoup faire des photos d'animaux, de conneries comme ça, tu vois. Mais j'étais tout jeune, vraiment tout jeune. Je devais avoir une dizaine d'années, tu vois. Et après, j'ai jamais fait de photos. Dans ma cité, j'avais une caméra, je filmais beaucoup de trucs. Okay. J'étais beaucoup plus vidéo. Je filmais des émeutes, je filmais. Tu vois, moi, j'avais 15 ans en 2005. D'accord. J'étais totalement donc, adolescent. La nuit dehors. Frérot, s'il y avait eu des blogs ou des Insta à cette époque-là, je serais une star. Ouais. Avec tout ce que j'ai filmé, c'était incroyable, ce qui m'a valu quelques problèmes. mais c'était relativement cool. Et après, en fait, j'ai commencé à découvrir l'image beaucoup plus tard, quoi. Le lien avec la musique, c'est accidentel, ce que tu me disais, le En vrai, j'ai toujours. C'est toi qui te disais. Non, mais tu me disais ton frère, je suis un auditeur de rap. J'ai toujours écouté du rap. Voilà, c'est un peu ça que je voulais savoir. Je suis né en 90, moi. Le rap existe déjà. Oui, il existe tu vois même bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Le rap existe déjà. Il a déjà ses gros singles, ses gros hits. Donc le temps que j'arrive à l'adolescence, frère, moi j'arrive, c'est Sniper, Cynic, Tandem. Tu vois, une époque de rap qui fonctionne très bien. Tes générations, l'Indépendance Tour là. Ouais. Voilà. Avec Cynic, Tandem, l'escadrille. Tu vois, c'est exactement ça. L'escadrille, Nubi, tu vois, toute cette époque-là. Et du coup. Mon pauvre Nubi. Ah, il est trop fort, Nubi. Un génie. Et donc, moi, je suis dans ça, tu vois, totalement. Et au final, je découvre la photo en prenant en photo du rap, même si c'est mon frère, tu vois, mais je me dis, putain, ça peut être intéressant. Et quand le manager de Tito me contacte sur les réseaux, je crois que c'était Facebook ou je sais plus, à l'époque, ouais, ben en plus, on faisait des photos pour MySpace, mais nous, on faisait des photos pour MySpace en 2012, c'était genre déjà trop tard, tu vois, on n'avait rien compris déjà à la musique, heureusement que je suis pas manager. Mais du coup, à ce moment-là, je me dis, ok, ça existe. Et donc, je vais sur YouTube et je commence à voir plein de photographes qui sont déjà installés. Ouais. Des vidéos de Fifou, de Armen, de Coria, de plein de gens qui sont là, mais depuis moult, tu vois. Et moi, je me dis, mais attends, en fait, ce métier-là, il existe. Deux constats. La conseillère d'orientation, elle a déconné, parce qu'elle m'a envoyé en pâtisserie, cette pute. Et donc, ça me... Tu vois, je me mange vraiment le truc. Je dis, mais attends, mais... En fait, tu dis ça à un gamin qui a 15-16 ans, frère, il va courir. Tu découvres que tu peux en faire un métier, quoi. Mais bien sûr. Tu dis ça aujourd'hui à n'importe quel gamin, il va courir. Là, demain, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Hein. Mais c'est exactement ce qui se passe, je le fais demain. Demain, je vais dans le collège de ma fille pour faire une rencontre professionnelle avec les élèves. Tu vois. Et je te donnerai les résultats plus tard, parce que ça arrive que demain. Mais en gros, je ramène mes bouquins, des pochettes d'albums que j'ai faites, etc. Et je vais leur parler de ce que je fais. Et en fait, je trouve ça incroyable, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas forcément. Ou sinon, les mecs qui venaient, ils te parlaient de... préparation de commande, carrelage, pâtisserie ou tu vois, après, ça, voilà, des métiers un peu lambda, voilà, on va dire. Que je néglige absolument pas. Hein, tu vois, j'ai été préparateur de commandes pendant 10 ans, j'ai fait du carrelage, j'ai fait 1 milliard de métiers différents, mais c'est moins excitant que de travailler dans l'image, que de travailler dans plein de trucs. Et aujourd'hui, bah, tu vois, par exemple, les réseaux sociaux, c'est grave une force, parce que tu peux être au contact de ça, ce qui n'existait pas avant. Et je trouve ça violent, tu vois. Et puis on est dans un monde d'images. C'est-à-dire que ça s'est tellement développé dans les 20 dernières années, là. Ah, mais aujourd'hui, c'est abusé. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ça se trouve, même ta mère, elle a besoin d'un Insta. Le dentiste du coin, il a besoin d'un Insta, tu vois ce que je veux dire, tout le monde a besoin de développer de l'image, parce que ton dentiste, il est aussi influenceur, ton coiffeur, il est influenceur. S'il en a pas besoin, il en a envie, en tout cas. Et c'est ça. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, strictement tout le monde le fait, donc on a un besoin qui est sans cesse exponentiel, tu vois, il y a un marché qui est totalement fou, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de créer de l'image, ce qui est plutôt cool, parce qu'en termes de clientèle, tu as un panel qui est beaucoup plus large, et ça crée aussi beaucoup plus de carrières de photographes, tu vois. Et en même temps, moi je suis d'une génération où il y avait un photographe pour 100 personnes. Aujourd'hui, tout le monde est photographe. Aujourd'hui, tout le monde, en tous les cas, a la capacité de faire une photo. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est ça. Après, moi, je le vois pas comme quelque chose de forcément négatif, tu vois. Non, mais je veux dire que c'est quelque chose qui s'est... Ouais, bien sûr, ça s'est démocratisé, mais après, c'est le travail des marques, au final. Avec plaisir. Je t'en prépare un peu, parce que sinon... Allons-y. Je vais jamais chez moi. C'est le travail des marques, tu vois. C'est qu'avant, un appareil photo, ça coûtait une blinde, et aujourd'hui, c'est devenu très accessible.
Et donc en fait, ça c'est une volonté de Nikon, Fuji, Canon et tous les autres qui ont voulu démocratiser un peu. C'est aussi un marché qui coûte moins cher à produire aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est pas mal de choses parce que tu produis en plus grosse quantité, donc c'est tout à fait normal. Tu sais, avant, dans ce cas-là, dans les années 1920, avoir une voiture, c'est un putain de luxe. Ouais, bah ouais, non, mais c'est les courbes d'évolution, je sais pas comment ça s'appelle en économie, mais en gros, quand un produit il sort, il est super cher et puis il est plus fabriqué, donc les coûts ils diminuent. Ouais, les coûts tout le monde là, et puis après, t'as d'autres marques. Quand une marque va sortir un produit aujourd'hui, elle va mettre beaucoup d'argent dans le développement et recherche, ce qui fait que le prix du projet, il est assez cher. Ouais. Mais il y a une marque, dès qu'il va sortir, qui va le racheter, qui va le décomposer. Du coup, elle n'a pas tous les coûts de développement et de recherche. Oui, et en fait, elle va pouvoir le reproduire. Sur les Chinois, ouais. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui se passe, par exemple, entre Profoto et Godox. Profoto vont sortir un produit, ils vont avoir des millions d'investissements pour développer ce produit-là. Derrière, Godox, ils vont le racheter, le découper et le vendre. Au final, le client, il a juste un produit moins cher. Donc c'est traître pour un, parce qu'il va mettre plus de temps à se rembourser, mais pour l'autre, c'est cool parce qu'on paye un peu moins cher. Et dans un monde qui est déjà si cher que ça, c'est cool d'avoir des produits qui sont assez abordables. Aujourd'hui, la vraie différence que tu vas avoir dans le matériel par rapport à l'époque, c'est que justement, tu peux trouver des marques première gamme, deuxième gamme, troisième gamme, quand avant, tu n'en avais qu'une. Ouais. Donc ça ne veut pas dire que le premier prix que tu vas trouver, il va être le meilleur. Parce qu'en général, le coût, il va aussi avec la qualité de ce que tu achètes. La durabilité, etc. Ouais. Mais ça peut te permettre de commencer à bosser. C'est ça te donne un premier accès, quoi. C'est ça. Et en fait, ça change tout. Quand avant, un appareil photo, il t'aurait coûté une couille, flash, une couille, pellicule, une couille, etc., etc., développement, tout ce que tu veux. Tu pouvais pas commencer en fait. Voilà, c'était élitiste, presque comme style de métier. Totalement. Tout le monde ne pouvait pas le faire. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus accessible et forcément, c'est normal que ça motive beaucoup plus de gens, tu vois. Après, il y a une réalité aussi derrière, c'est que, ok, ça motive plus de monde, mais sur les gens motivés, il y a peut-être 10-15% qui vivent de ça. Ouais, et puis il y en a vraiment qui vont réussir à découvrir ce truc-là, il y en a qui vont passer l'effet de mode et qui vont vraiment développer un travail et qui vont développer une envie de travailler. Ouais, bien sûr, non, mais même sur ceux qui ont l'envie de travailler, moi je le vois. Je travaille avec beaucoup de marques et on voit un peu les stats et tout. Je travaille avec Nikon. Quand je commence à collaborer avec eux, on parle du matériel avec lequel je vais travailler, etc. Ouais. Et moi je leur dis très clairement que, en fait, moi le matériel m'importe peu. Ouais. Pas parce que j'y prête pas attention, mais parce que j'ai les moyens de pouvoir me payer du bon matériel, que je vis totalement de la photo. C'est normal pour ma société d'acheter du matos. Donc c'est pas le point de négociation ultime. Ouais. Et en fait, quand je parle avec le gars de là-bas, il me fait comprendre très rapidement qu'il y a énormément de gens avec qui il collabore, qui sont des photographes assez influents, parce que sinon ils ne travailleraient pas avec eux, qui, eux, pour le coup, n'en vivent pas, et pour qui le matos est le sujet le plus important. Oui, oui, parce que ça coûte... Parce qu'il faut quand même préciser qu'un appareil professionnel... avec des optiques et machin, on parle en dizaines de milliers d'euros. Voilà, merci. Parce que quand même... tu prends un boîtier pro et 3 optiques, t'en as facile pour 10, 12, voire plus, quoi. Voilà, les gens se rendent pas forcément compte de ça. Parce qu'il y a des appareils photo aussi qui coûtent pas cher. Et puis qu'aujourd'hui, tout le monde est photographe. Comme je te disais, tout le monde aujourd'hui a un téléphone avec... tout le monde a un appareil photo dans son téléphone, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, est-ce qu'avoir un appareil photo, ça fait de toi un photographe? Ah non. Ça, c'est un autre débat. Ça te permet de faire des photos, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Et donc, on en était au fait que toi, donc tu te mettes à faire des photos de Tito Prince dans ton quartier, etc. Je les ai jamais faites, ces photos. Ah oui, en plus. Non, tu te rends compte en tous les cas que c'est un job, que ça peut être un job. Que ça peut être un job, et je me dis ok, pourquoi pas. Et à partir de là, tu fonces. Et à partir de là, je fonce. Je connais plein de gens dans plein de quartiers différents. Donc je contacte 2-3 potes qui sont en contact avec quelques rappeurs, des mecs de ma cité qui rappent aussi, tu vois, des gens un peu à droite à gauche pour essayer de me faire quelques contacts. Et je finis sur un tournage de La Coméra à Grigny. En plus, tu abordes un truc super important pour moi,
t'es un mec du 91. Ouais. Et du coup, tu m'as dit Tito Prince, là tu me dis la Camera. On va en parler plus tard, mais un truc qui m'intéresse vraiment, moi, c'est l'identité rapologique du 91, qui est Le 9-1, c'est une secte. Hein. C'est plus qu'une secte, c'est un centre de formation de... Ah ouais, mais clairement. Moi, j'ai travaillé avec 90% des artistes du 9-1. Ok, on va en reparler, ça m'intéresse. Parce que moi aussi. De Cynic à Gros Dash, à Juicy la Camera, un peu tout le monde, tu vois, Scarlogan, Nibli aussi, effectivement, DC's. Ok. Donc reprenons donc sur ton parcours rapologique. Du coup là tu découvres ça, on peut en faire un métier. Et donc du coup j'appelle un pote à moi de ma cité, son cousin c'est Maury de la Camera. D'accord. Il me dit ok, il tourne un clip, comme par hasard, 2 jours, 3 jours. Je dis ok, vas-y on y va. Et donc on va sur le clip, on se retrouve à Grigny, on fait quelques images, etc. C'est plutôt cool. Ouais. C'est loin d'être la qualité photo que je peux sortir actuellement. C'est normal, t'as dû commencer. Ouais, j'avais jamais touché à un appareil photo avant ça, en tout cas pour prendre du portrait ou des conneries, tu vois. Je pense que comme tout le monde, j'avais déjà fait quelques photos, mais pas sans ambition, tu vois. Ouais, je te capte. Et donc je fais ces quelques photos, c'est plutôt cool, il y a une synergie qui est magnifique sur le moment, tu vois. C'est vraiment, je me rends compte, enfin tu sais, t'es loin d'être au bureau un lundi matin. T'es pas en préparation de commande avec des gens relous. Ah mais c'est exactement ça. Là je suis dans une énergie. Là frérot, on est 200 en train de foutre le sbeul à la grande borne. Tout le monde est en train de gueuler, t'es en train de teaser. Ouais, c'est à la grande borne. Okay. On est à la grande borne, frère. On est en train de se foncer un peu à droite à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ça crie, ça gueule. C'est n'importe quoi ce temps-là. La Camera en plus, c'est pas n'importe quel. Ouais, c'est très street. C'est très très street. Voilà. Et du coup, moi, je me dis, mais en fait, ça, c'est un travail pour des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre je me dis vraiment, là c'est un taf. Ok, bah moi je veux bien être de ce taf là. Hein. C'était complètement fou. Et en plus, aussi sectaire qu'on est dans le 9-1, nous la Camera c'était vraiment un truc incroyable. Ça a jamais passé les caps du grand public. Mais en tout cas et pourtant. Ouais, et pourtant c'était fou. Et pourtant c'était fou. Mais ça a jamais vraiment passé le cap du grand public. Mais pour nous c'était complètement dingue, tu vois. En fait, ça a passé ce cap, mais personne ne le sait. Je vais te dire pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle en ZER. Ouais, oui, bah oui. Les ZER, les bails, les ZIAC. Damso, belge. Tu vois, tout en haut, là, qui parle comme sur le parking de Grigny 2, là. Frère, moi j'ai bossé là-bas, c'est pour ça que j'étais pion au collège Pablo Neruda, en face du centre commercial, là, tu vois. Donc j'en ai eu des Missa, tu vois, bien sûr. C'était un des élèves de ce collège. Ok. Je connaissais son grand frère via d'autres trucs, mais Missa, il était au collège là. À partir de là, j'y vais, je me dis ça peut être cool, et j'avais des potes aussi à Sarcelles, tu vois. Ouais. Et je vais rencontrer Sarcelles la famille. Ok. Tu vois, il tournait aussi un truc avec Rescapé. En gros, t'étais très West Coast, en fait. Ah ouais, moi j'étais un peu partout, tu vois, tu connais. Non, mais ils sont entre la Camera et Sarcelles, là, c'est très chicanos. Tout est dans l'image. Tout est calibré. Et donc je vais là-bas, je rencontre Rescapé, je rencontre pas mal d'artistes de là-bas que je connaissais pas à ce moment-là, tu vois. Et du coup, je rencontre aussi un gars qui était venu les filmer en freestyle, un média. Ouais. Et lui, il me dit, en ce moment, on cherche quelqu'un pour pouvoir bosser avec nous, l'image, etc. Tu vois. D'accord. Donc je commence à bosser avec lui. Et c'est qui? C'était Buzz de Fou. D'accord. Tu vois. Je me rappelle de... Ali. Je bossais avec eux, donc c'était pas improbable, mais c'était plutôt cool. Et du coup, je me retrouve à faire 2-3 trucs pour eux, mais entre le moment où je me dis j'achète un appareil photo, je fais des photos, l'histoire avec Tito Prince et le premier clip de la Camera, et le moment où je travaille pour Buzz de Fou, il se passe 2 semaines, 3 semaines. Ouais, c'est tout dans, c'est le même, c'est la continuité. Voilà, tout se passe hyper vite. Okay. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des gens que je contactais avant. Tu vois, quand j'ai eu ce message du manager de Tito, je contacte du monde, des gens ils répondent pas. Ouais. 2 semaines plus tard, je suis au Planet Rap de Section d'Assaut.
et qui sont au top du top parce que c'est 2012, 2011, tu vois. D'accord. Et shoot Cynic qui sortait son album aussi. Enfin, tu vois, il se passe plein de trucs où je sors, shoot avec plein de gens du jour au lendemain, tu vois. Mais c'est souvent ça en fait, c'est-à-dire que d'un coup ta vie il n'y avait rien et d'un coup il y a Bam. tout. Ouais. Ouais. D'un coup il y a trop. Ouais. Ok. Et le premier truc que tu sors vraiment, la première photo que tu sors et tu te dis putain c'est moi qui ai fait cette photo, c'est quoi? Je sais pas. Je pense que c'est avec Mac Taylor Ok. que j'ai rencontré relativement tôt dans ma carrière. Général, ouais. Ouais, qui a été bienveillant de ouf, Ouais, Mac Taylor, hyper ouvert. très important pour l'image il est très attaché à l'image depuis tout le temps. Hein. Ouais, et puis au-delà de ça, il est très ouvert, c'est très facile à capter. Ouais, ouais. Et je pense que du coup, enfin, je pourrais pas compter le nombre de personnes qui lui doivent un morceau d'énergie dans la carrière, tu vois. D'ailleurs, j'ai une anecdote de fou là-dessus. Il a toujours été très attentif. Ouais, vas-y, je t'écoute. J'ai une anecdote de fou. Avec So, il tournait un clip Untouchable, je sais plus combien. Ouais. Et moi, j'avais vu qu'il y avait une prison abandonnée à Los, Oui. dans le nord de la France, Ouais, tu vois. ouais. Je dis, frérot, viens, on va tourner là-bas. On peut faire un bête de clip, si tu veux. On fait le shoot, plus j'ai un gars qui est chaud et qui te filme. D'accord. Et donc, on organise tout le clip. Et en fait, pas à la dernière minute, mais presque, il me dit, ouais, t'as vu, moi, je suis chaud d'aller là-bas. Mais en ce moment, je travaille avec un petit réal de chez moi. J'aimerais bien que ce soit lui qui tourne, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc moi, j'appelle mon pote, je lui dis, vas-y frérot, au final, c'est lui qui va tourner, etc., etc. Quelques années après, je suis avec Mac Taylor, on emmène sa nièce à la piscine. Ouais. Elle faisait des cours de piscine. Tu sais, c'est un truc, je suis posé chez lui, dans son studio, il me dit, ah, faut que j'emmène ma nièce à la piscine, vas-y, viens, on y va. Donc il l'emmène et on discute. Et pendant qu'on discute, il me dit, putain, en ce moment... il y a un gars là qui est trop fort, Kamehameha, j'aimerais bien bosser avec lui. Mais connard, c'est lui que je voulais emmener. Exactement. Bah ouais. Moi, c'est un ami d'enfance, on a grandi ensemble, tu Ah vois. ouais, je sais, ouais. Et donc je lui dis, mais tu sais que c'est lui que je t'ai ramené pour ce clip-là. Il me dit, mais non, et tout. Et je les ai présentés, c'est comme ça que lui, il a développé D'accord. après un peu avec eux, tu vois. Alors Kamehameha, c'est Sofiane. Sofiane. Il faut expliquer aux gens que C'est le réal de PNL, c'est Voilà. lui qui a fait tous les clips de C'est lui PNL. qui a fait Ils sont deux, non? Non, à la base, il est tout seul, et après, il y a un gars qui est arrivé qui s'appelle Mess, qui lui D'accord. était l'opérateur drone, si Ok. je te dis pas de bêtises. Ok. Et donc après, il faisait les clips un peu à deux, mais lui c'était le réal, et l'autre Ok. faisait le drone, je crois. Et après, de fil en aiguille, ils ont commencé à travailler avec d'autres gens, mais je crois que sur les 2 derniers projets. D'accord, mais en gros, c'est lui l'image de PNL, de Tous les premiers clips qui sortent, c'est lui. La Namibie, les clips en comment ça s'appelle, en Islande, à Gomorrah en Italie, etc. D'accord. On est pas mal. Attends, hop, je vais mettre un petit peu de croquant. J'ai entendu Maïté quand t'as dit ça. Un peu de croquant. Je vais mettre du croquant. Reste une piste, Maïté. Ah, ma gossure. Putain, à l'époque, il faisait des visuels fous. Hein. Ma go du sud-ouest. Non, mais je l'ai vu l'autre jour, elle est là, limite, elle t'égorge le mouton en même temps qu'elle est en train de... non, Et c'était mais- vraiment une époque incroyable. Hein. Quand elle défonce les anguilles, là. Ouais, C'est un classique, celui-là. Tu vois. Viens là, ma petite, viens là. Non, c'est pas grave, tu vois. Et bah, en plus, elle est costaud de ouf. même les lapins et tout. Ouais. T'as pas vu? Il y en a un, le lapin, bam, un coup, elle te le dépiote Elle en le même prend, temps, elle les le- gens, ils elle sont le retourne, choqués. ouais, frère. bah, Bah, tu c'est fais ça notre aujourd'hui? époque, hein, Ah c'est ouais, notre c'est mort. époque. C'est mort, aujourd'hui c'est mort. Mais à l'époque, bon, les gens cuisinaient. Écoute, ça m'a l'air fort sympathique ce truc. Hein. Alors, C'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur. Putain, vous êtes jaloux. Hein. moi, je milite pour l'invention d'un système de- olfactif. Bah ouais, ça serait fou. Après, ça dépend avec qui. Hein. Parce que t'appelles ton tonton qui s'est pas lavé depuis 3 semaines, là. Tu sais, le vieux campagnard, là. C'est un peu relou d'avoir le système olfactif. compliqué. Tu le désactives. Voilà, c'est ça. Il faut pouvoir le mettre ou pas le mettre. Ça sent grave bon. C'est exceptionnel, ça. Ça te plaît? Bah ouais. Tu veux pas faire un resto éphémère pour que les gens ils puissent se régaler le temps Bah. d'une soirée, tu vois? J'y ai pensé. J'ai même réfléchi à 2-3 options. Et pourquoi pas, hein. Chaque chose en son temps. Moi, je voulais faire ça.
Riz et haricots, ça marche. Hein. Ouais, ça marche très bien. On ramène un peu de pickles. Et les pickles de piment aussi. Hop, tu m'as dit que t'étais pas trop piment, Ouais, goûtez quand même. mais je t'invite à goûter. Ils arrachent ou... Non, cela ça va. Mais je t'invite à goûter ça, mais ça tu le feras avec le côté sandwich là. Donc voilà la famille. Aujourd'hui on est parti sur un petit riz aux haricots. Petit riz. un chiri au haricot. Donc là c'est le moment où on mange. Moi ça m'arrache la gueule. Hein. Wouh. Oh, je suis en feu. C'est incroyable ça. La viande, elle est exceptionnelle. Je te laisse goûter, je te laisse apprécier. Combien de temps t'as laissé cuire la viande? Ouais, plusieurs heures. Je veux bien un bout de sopalin aussi. Pardon. Oh. Je me suis emballé sur le piment. On en était, avant d'être grossièrement interrompu par ces caméras, C'est fou, hein? à ce que toi, t'es le genre de gars qui cuisine. Ouais. T'es dans la team cuisine. Je suis dans la team cuisine de dingue. Comme je te dis, chez moi, ma mère était toute seule, donc on faisait beaucoup à manger. Déjà le midi, elle était jamais là. Donc on faisait beaucoup à manger. On était le genre de connard où ma mère a payé la cantine, mais on rentrait à la maison pour manger. Ah merde. Ouais, exceptionnel. Mais enfin, j'ai toujours pris l'habitude de cuisiner. Pour beaucoup, du coup. Parce qu'on est 5 enfants, plus ma mère, plus une bonne partie de la cité, des cousins, des cousines, etc. D'accord, tu faisais au moins la cuisine pour 10 personnes, quoi. Bah, quasiment, ouais. Ok. J'ai toujours beaucoup cuisiné. Et c'est un truc que j'ai perdu quelque temps. Parce que j'avais un appart qui était trop petit. Pendant très longtemps, en fait, je suis resté dans un appart qui était éclaté. Mais au début, c'était des choix simplement parce que ça coûtait pas cher, tu vois. Et ensuite, c'est des appartements, on avait été contactés par la mairie, genre ils devaient le vendre. En fait, ils le vendent pas. Et tu sais, quand t'es dans un HLM, quand t'es dans un HLM depuis longtemps et qu'ils vont le vendre, c'est les meilleures OP financières. Donc tu dis, ok, j'attends. Et en fait, ils vendent pas. Donc t'es baisé, etc., etc. Et la cuisine faisait même pas un tiers de la tienne. Je pense qu'elle faisait ça, la cuisine. Tu vois, tu rentrais un homme et c'est tout. Déjà que la mienne n'est pas grande, hein. Ouais, déjà, pas de plan de travail, rien du tout, donc Ouais, c'était très compliqué. certes. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé, ma fille allait rentrer au collège, donc... Tu fais un petit cocktail? Ouais, je veux bien. Ma fille allait rentrer au collège, donc je me suis dit, vas-y, on va déménager avant qu'elle soit dans son collège éclaté, là, dans lequel elle devait aller. Ok. Et du coup, maintenant, je suis dans une maison qui a plutôt une grande cuisine, tu vois. Je redécouvre plein de trucs et je me remets à faire des trucs que j'ai pas fait depuis longtemps, tu vois. Et je fais beaucoup de plats, je t'ai dit. Plat en sauce. Plat en sauce extrêmement long. Là, je suis énormément dans la street food. J'ai acheté un four à pizza exceptionnel, tu vois. Il monte à 450 degrés. Ouais. Tu vois, donc tu peux faire des vraies vraies pizzas qui montent bien, tu vois. Ouais, Napolitaine, pas que ça envoie. Ces fours-là, Ça, c'est je me magique, régale. hein. Ouais, je me régale. Ce four-là, c'est magique. Moi, tu vois, j'ai ce four-là avec lequel j'arrive à faire des pizzas cool, tu vois, mais t'as pas l'effet pop de la Ben moi, grosse j'ai acheté température, ça, quoi. je suis passé dans le magasin, il était en promotion, tu vois, Ouais. parce que je crois la marque, elle a arrêté ou je sais plus. Ah, ça se boit très bien, ça. C'est pas mal. Et du coup, j'ai acheté ça et je te dis, je me suis mis à faire des pizzas toutes patates, des burgers. Je prends de la pâte à pizza, je la fais Ouais, chauffer, je la coupe, je fais des burgers, mais avec la pâte à pizza. Ouais. Je fais des buns totalement effroyables. En fait, je fais beaucoup de trucs à la con, mais qui sont exceptionnels, tu vois. Un burger, c'est pas qu'un burger. D'accord. Je fais le guacamole maison, je vais chercher du fromage AOP, de la viande fraîche, tu vois. Ok. T'es totalement dans mon délire. Exactement. Eh, regarde mes recettes. Regarde mes recettes. Mais avec grand Parce plaisir. que là, j'ai hésité, je dis ça parce que j'ai hésité, je voulais te faire. Il y a un truc que j'ai appelé les balls of fire. Ok. C'est. Tu vois les corn dogs? Les hot dogs coréens? Ok. C'est une saucisse que tu Ouais, mets ouais, dans je vois. une pâte à brioche, que tu fais frire, Ouais, je vois, etc. je vois. J'ai fait la même chose, mais avec des boules. En fait, des boules de saucisse ou des saucisses cocktail, tu vois. Et moi, j'ai rajouté de ma sauce Bélec, justement, en mode fire, quoi, tu vois. Et je pense que ça, cette recette-là, tu vas kiffer faire ça. Toi.
Moi, je fais que ça. L'autre jour, j'ai fait des petites espèces de beignets de pommes de terre, oignons. Prends ta patate, tu fais une purée, rajoute un peu de maïzena, fécule de pommes de terre, 2-3 ingrédients pour chauffer le truc, des oignons. Tu mets ça à frire, c'est incroyable. C'est incroyable. Bah, ce genre de conneries. C'est mon slogan, hein. Simple, bon, efficace. Ouais, non, mais je te dis, moi, faire un plat de pâtes, j'arrive plus. C'est pas possible. Genre, juste faire chauffer des pâtes, c'est impossible. Jamais de ma vie, ça arrive. Il n'y a que le riz que j'arrive à manger sans sauce. Ouais. Parce que du bon riz, c'est bien, tu vois. Mais genre des pâtes, c'est impossible. Je vais toujours faire un truc, tu vois, fond de veau, crème, oignon, paprika, bam bam, tu mets ça dans les pâtes, ça prend 4 secondes et tu manges un plat qui est méga bon, tu vois. Mais c'est ça la différence, quand tu sais cuisiner, tu sais comment prendre un raccourci pour arriver plus vite Moi, des fois, bon je teste résultat. des trucs, hein. Je te dis bien pas que sûr. je fais que des bons résultats, je teste énormément de choses. T'en veux un autre? Écoute, si t'en as, avec plaisir. Hein. Ah, je repars en... Allez, production, soyons hein. fous. La viande, elle est exceptionnelle. T'as vu ça? J'ai jamais fait encore de viande effilochée. Ben c'est du temps, mais le résultat il est ouf. Et surtout ce qui est intéressant, c'est ce que je m'apprête à faire là, tu vois. C'est-à-dire que tu le fais effilocher, une fois que elle est bien cuite, elle a cuit des heures, etc. Tu les frites justement, tu les effiloches, et tu la repasses en cuisson. En cuisson. Avec un petit peu de jus éventuellement pour pas que ça sèche, mais elle va commencer à caraméliser encore un peu plus. Ouais, Et c'est ça que tu vas mettre dans ton sandwich. La viande, bordel, c'est trop bon la viande. La viande c'est bon, mais en plus quand tu... En plus ça c'est des viandes pas chères, pas des viandes de super bonne qualité, tu vois, c'est des viandes justement pour les bourguignons, les trucs comme ça, c'est des viandes de base quoi. Mais moi j'adore ça, le côté effiloché et tout, c'est super. Pendant que je fais ce petit sandwich, une page de publicité. Ouais la famille, petite interruption juste pour vous dire que dans ma kitchen, c'est pas que des discussions, c'est aussi et avant tout des recettes. Donc si vous voulez retrouver notamment la recette du pain et de ce magnifique houmous et de cet effiloché incroyable, c'est dans la recette anniversaire. Bref, vous retrouvez ça sur ma chaîne, on est aussi sur Insta et puis sur TikTok. Allez, on reprend. Ok, je sais plus du tout où on était, mais c'est pas grave. Cette petite page de publicité nous a permis de faire ce magnifique merveilleux sandwich. J'hésite à le manger tellement il est propre et tout, tu vois. Bah, celui-là, il est beau là. Hein. Je me suis encore exceptionnel. plus appliqué que sur le premier. Je vois ça. Plus détendu. Le premier, j'étais dans le speed. T'étais dans le stress, tu t'es dit... Dans le stress, non, mais dans le speed, parce que quand même, j'étais un peu en retard. Et bon, quand même. Mais donc, ouais, filoché de bœuf, assez facile à faire. C'est juste, ça prend du temps. Et La bonne cuisine, ça prend du temps. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça, le temps, c'est pas un truc sur lequel tu es obligé de rester c'est ça. concentré. Tu le laisses cuire à feu doux, tu fais ton truc, tu vérifies que ça va pas accrocher, tu reviens. Comme la plupart des plats qui sont... Moi, ce que je fais souvent, j'éteins, Ouais. je le laisse toute la nuit, tu vois, sans qu'il tourne, et le lendemain, je lui remets un petit coup et je le laisse reprendre sa cuisson tranquille, tu vois ce que je veux dire. Ok. Sur les trucs comme ça, c'est génial. Il y a une recette que je fais de carnitas, las carnitas, papi. Papi. C'est des, pareil, des tacos, des façons tortilla mexicaines avec un effiloché de, là c'est du porc. Tu pourras retrouver la recette d'ailleurs sur, pareil, c'est une recette que j'ai déjà sortie. Et l'effiloché là. Dure longtemps. Mais le truc, c'est incroyable. C'est tellement bon, voilà. Un petit riz avec ça, c'est incroyable. Et ce que je fais des fois, bah d'ailleurs ce que j'avais fait dans la recette, c'est que je fais les Mexicains, ils ont des tacos birria, je crois que ça s'appelle, qui se mangent qui trempent dans une sorte de consommé, tu vois, de mini soupe là. Ouais. Et j'avais fait ça justement dans cette recette, c'est ça que j'avais fait, où tu prends ton tacos et tu le trempes dans le jus de ce qui t'a permis de faire justement cet effiloché, quoi. Qui est en général une sauce qui est chargée de bonheur, quoi. La vraie problématique, c'est que je vais vouloir manger ce sandwich plus souvent. Bah, Tu veux pas ouvrir un petit resto Tu fais des sandwichs. vous allez finir par m'avoir, hein. Là, tu ferais des ronds. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, je donne l'adresse, les gars, en story.
et son numéro de téléphone. Vous l'appelez et Livraison il et vous tout, fait je des m'achète. sandwichs. Ouais, comme ça j'embauche mes enfants, je mets mes enfants sur des scooters. C'est un délire, c'est un délire. Toi, c'est quoi que t'aimes cuisiner? Tu me disais justement des trucs comme ça, Ouais, moi, tout ce qui est plat en sauce, qui met bien longtemps à faire, tu vois. Potée de chou, bourguignon, bœuf carotte. Des trucs de tradition française en plus. Ouais, bah, des plats que je mangeais, je pense, un peu rarement quand ma mère, elle les faisait. Parce que c'est des plats un peu de fête et Ta ça mère, coûte cher. elle est origine de quelle partie de la France? Bah, un peu partout. Hein. Ma mère, elle est européenne, mec. D'accord. Elle a un nom allemand, des origines polonaises. On sait pas vraiment d'où elle vient, personne ne sait. D'accord, non, mais c'est intéressant. Non, moi, je considère pas avoir une origine dominante. D'accord. Tu vois, vraiment, mon père, je le connais pas, il était énorme mélange, italien. Ok. Sa mère était italienne, son père, je sais pas ce qu'il est, je l'ai pas connu. Ma mère, elle a du sang polonais, un nom allemand, et elle a de la famille foraine. Oublie, c'est l'Europe. Moi, je suis un produit de Ah ouais, l'Europe. t'as dit forain, c'est bon. Ouais. Ma mère, sa famille, c'est des forains. Ok, d'accord. Ok. Et donc voilà, je suis d'un peu partout, j'ai envie de te dire. Mais donc non, plein de plats que ma mère avait l'occasion de faire quand on t'invite un peu toute la famille, qu'il y a du monde et un truc un peu exceptionnel. Donc t'en gardes toujours un... Tu te rappelles forcément d'un plat que tes parents te faisaient à une certaine époque. Et moi je garde ça et aujourd'hui, j'essaie de les recuisiner souvent. J'invite ma mère quasiment tous les dimanches à manger. Je lui fais des gros plats, on se casse le bide et voilà, tu vois, ça régale. T'as raison de faire ça, c'est important. Et puis pour tes enfants aussi. Non, mais alors, au-delà de ça, en fait, moi, j'ai toujours été très proche de ma mère, tu vois. Bon, maintenant, j'ai déménagé, je suis à 40 minutes de chez elle, donc c'est un peu plus chiant. D'accord. Mais sinon, ça fait des années que tous les dimanches, on mange ensemble, tu vois. Mais c'est vrai que ta mère, je l'ai toujours vue, dès que tu faisais un vernissage, Dès qu'il y a un truc, événement, toujours dès qu'il y a ta un mère. truc, il y a toujours ma mère avec moi, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est trop bien. Ouais, non, mais c'est la première femme de ma vie, donc forcément, il faut qu'elle soit là. Et comme je t'ai dit, ma mère, elle a passé 40 ans à nettoyer la piste des gens. Elle était femme de ménage dans ma cité, à faire des trucs qui sont pas exceptionnels. Dans ma famille, c'est compliqué, tu vois. J'ai une grande sœur qui est malade, mon frère qui a fait des années de prison, mon autre frère qui est... Bon, maintenant, il taffe, ça va, c'est cool. Plus moi, on faisait beaucoup de conneries. Maintenant, je suis posé, je gagne de l'argent, je roule en Mustang, frère. Il faut la faire kiffer. Il faut qu'elle voit que son éducation et que tous les sacrifices qu'elle a fait, ils ont servi à Ouais, quelque ça chose, servait tu à vois. quelque chose, ouais. Qu'au moins, t'as trouvé ton rail. Et C'est que ça. T'es C'est équilibré ça. dans ton truc. ça Je peut la faire plaisir. régale, on va partout. Là, je te dis, je suis en train de voir, peut-être ça va se faire, mais la maison qui est juste derrière chez moi, elle vient de se libérer. Ah ouais, que tu J'ai appelé le reprennes, propriétaire en mode je la prends, je veux mettre ma mère dedans, tu vois. Ouais, ce serait bien ça. Bah, ça serait Ah, complètement moi, c'était fou. mon rêve justement d'avoir un appart avec ma mère ici, mais c'était impossible. Ouais, c'est toujours compliqué, les budgets, les tarifs, etc. Ouais, c'est surtout le caractère. Ah ouais. Non, moi ça va, elle est très discrète. Ma mère, elle est très discrète, elle kiffe quand elle est avec ses petites filles. Tu vois, et puis j'ai une partie de ma famille qui vient assez souvent chez moi, mais tu sais, 40 minutes, c'est compliqué quand tu fais des allers-retours. Moi, ma mère, bien je sûr. vais là-bas, déjà tu sais que tu peux pas boire un verre parce qu'après, tu as 40 minutes de route de forêt, frère, pour rentrer. Tu sais, c'est un peu complexe et tout, donc ça fait plein de trucs. Et du coup, là, ça faciliterait totalement tous les échanges et tous les trucs, donc on est en train de voir pour ça, tu vois. Et c'est elle qui m'a donné ce goût de la cuisine parce qu'elle a toujours cuisiné bien. Mais même encore aujourd'hui, qu'elle est toute seule, je l'appelle tout le temps. Alors, t'as fait quoi? Ben, j'ai fait ma petite langue de bœuf, tu vois, elle fait son truc, elle congèle après, elle cuisine Ah, à mais mort. c'est cool, hein. Pour moi, la nourriture, ça a toujours été le plaisir ultime, tu vois, la distraction ultime qui coûte pas cher. Aujourd'hui, tu veux te distraire, frère, un cinéma, la place, elle est à 20 balles. Donc, tu vas à 4 personnes, t'en as pour 40 balles de ciné. 40 balles, je te fais un plat totalement improbable, tu vois. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, tu sais, ma femme, je rentre du taf, même il est tard, je l'appelle, ça va, t'as passé une bonne journée, ouais, les petites, elles ont été difficiles, ou X ou Y, vas-y, t'inquiète. Je vais au magasin, j'achète de quoi faire un bon petit plat, et tu sais qu'à la fin de la journée, bam, tu te détends, t'as mangé un truc vas, exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Et en relâcher. fait, moi, j'ai toujours été dans ce truc-là de je peux faire attention à tout. Je peux te dire, je sors pas du mois, je bois pas un verre, je fais pas un truc, mais je ne ferai jamais attention à ce que j'achète en termes de bouffe. La bouffe, c'est vraiment le seul truc dans lequel je me régale. Ah bah c'est important. Hein. Puis comme tu dis, hein, tout ce que tu viens de dire là, c'est aussi du don que tu fais pour les gens que t'aimes autour de toi. Ouais, bien sûr, c'est Ça convivial. ça crée un point de ralliement, ça crée
Ça crée beaucoup de choses, la cuisine, en vrai. Hein. Bien sûr, ça rassemble les gens. Le fait aussi de transmettre. Là, tu m'as dit le souvenir de ta mère qui cuisine, il y a des plats qui t'ont marqué. Tu les fais aujourd'hui, ou et tu vois, moi, c'est un peu. On est un peu tous dans la même démarche de ce qu'on appelle la Madeleine de Proust. C'est ce truc qui évoque forcément ta jeunesse et un souvenir fort et marquant, quoi. Donc aujourd'hui, en tant que père, tu t'appliques à ça aussi? Ça dépend. Éduquer leur alors, goût. Alors oui, j'éduque le goût. Ma première, forcément c'est la première, donc c'est toujours un peu plus difficile. Parce que tu fais des erreurs que tu comprendras plus tard et que tu reproduiras pas forcément sur le deuxième. On a eu du mal à diversifier son alimentation assez tôt parce qu'on ne connaissait pas. Enfin, il y a plein de trucs qui ont été un peu complexes et elle est pas capricieuse pour la bouffe, mais des fois un peu. Mais je fais beaucoup de trucs avec elle. On se fait des soirées ensemble où on va cuisiner certains trucs, on se fait plein de trucs. Mais par contre, la deuxième, elle a 2 ans. Aujourd'hui, je ne peux pas cuisiner sans qu'elle soit dans mes pattes. Je lui ai acheté les tours là pour être en hauteur. Dès que je sors un aliment ou que je vais cuisiner un truc, elle gueule, elle parle pas encore, mais elle gueule pour que je la mette à côté de moi. Donc je lui mets sa tour. Trop bien. Je lui prends la main, je lui mets les couteaux, elle coupe avec moi les patates. Dès que j'ai fini de les couper, je lui dis de les mettre dans le plat. Elle prend avec ses petites mains, elle les jette dans le plat. Et en fait, c'est mortel parce que je me dis peut-être que je l'ouvre sur un truc. Après, mon autre fille, c'est pas sur la cuisine, sur la photo beaucoup. Elle vient avec moi quand on construit des décors, quand on fait de la pyrotechnie. Je l'ai toujours vu, c'est pareil. J'ai toujours vu dans tes pattes, voilà, dans ta voiture. Donc sur ça, elle est etc. beaucoup plus motivée, on va dire, tu vois. La bouffe, c'est pas ce qui lui parle le plus. Après, elle sait se faire à manger parce qu'elle a 11 ans et que je lui ai appris quelques trucs. Elle fait des pâtes, des œufs. Tu lui dis fais-toi à manger pour ce midi, elle se démerde. Mais ça va pas forcément plus loin que ça, c'est tu bien. vois. Parce que justement, même moi, je suis tellement présent dans la cuisine que du coup, mes enfants, ils sont pas ultra autonomes, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, moi, à la base, ma femme, c'était ça. Elle sait pas trop cuisiner. Ses parents, ils l'ont jamais mis vraiment à la cuisine. C'est non, t'inquiète, on fait. Attends, ça arrive, tu vois. Donc elle sait pas trop cuisiner, même si elle fait très bien les lasagnes. Je le dis comme ça. Comme ça, c'est fait. Mais du coup, ma plus grande, on était un peu dans ce truc-là de, tu sais, c'est la première enfant. En plus, il y a la première à 11 ans, la deuxième 2, qui a 9 ans d'écart. Donc pendant 9 ans, elle était fille unique. Tu sais, frère, t'as juste une fille, t'as juste envie de la faire kiffer. Non, t'inquiète, assis-toi, ça arrive. Et puis après, on s'est rendu compte justement, arrivé à début d'adolescence, qu'en fait, elle sait pas forcément cuisiner, qu'il y a des moments où on ne sera pas là, donc il faut qu'elle cuisine. Et donc c'est là que tu te rends compte. Et du coup, moi, j'ai basculé, je me suis dit, ok, la plus petite, il faut qu'elle cuisine avec nous. Et directement, elle se met dessus. J'ai dit, hier, on a fait un crumble aux pommes. Elle prend les pommes, elle les met son sel, et puis, tu sais, son sucre. Il y a des trucs où je vais cuisiner, je la prends, je lui donne des petites cuillères, elle goûte, et elle va reproduire des expressions. Tu vois, donc genre, je vais sentir, je vais dire, et tu la mets, et je la porte, elle se met au-dessus, elle fait, et elle a 2 ans, ça régale, t'as l'impression qu'elle kiffe, elle sait pas ce qu'elle fait, mais juste elle reproduit, tu vois. Et du coup, c'est super marrant. Je vois tout c'est à super fait. marrant. Ah, ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que je vois mon exemple perso. Moi, j'ai appris en regardant, en fait. Tu vois, moi, je suis un petit singe. Hein, l'apprentissage, de base, moi, je pense que yeux, l'apprentissage, c'est fait par les yeux. Tout simplement, tu apprends à parler en regardant les choses, on te les apprend, on dit, tiens, c'est un verre. Tu vois ce que je veux dire? T'allies le geste. Et la cuisine, il y a le truc en plus de... tu stimules les autres sens, c'est-à-dire tu stimules la vision, mais tu stimules aussi le bruit de la cuisine, l'odeur, le goût. Bien sûr. Donc c'est vraiment un truc. C'est un truc qui est super important. Et je te dis, là où ma fille a pu avoir, mais très légèrement, du mal avec la diversification alimentaire, tu vois, quand elle est arrivée en maternelle, bon, tu sais, tous les enfants, ils sont avec les autres, donc ils mangent un peu tout ce qui se passe, etc. Mais la première, on voulait pas avoir ce problème. Donc elle est dans la cuisine avec moi tout le temps, je lui fais goûter tout. Du piment des fois, de la moutarde, du citron, des trucs même que je sais qu'elle va pas apprécier. Le citron, je me rappelle d'avoir vu des vidéos de gamins, tu sais, tu leur fais croquer un citron et ils font la gueule. Ouais, ça c'est marrant. Je l'ai fait avec ma fille. Citron, je crois que c'était un citron jaune ou un citron vert, je crois. Tac. Elle me regarde comme ça, elle fait... ma nièce, elle est comme ça. Acide. Ma nièce, elle est comme ça. Ma nièce, je vais donner du citron pour me foutre de sa gueule quand elle a les croquets dedans. Et elle a croqué dedans, mais sans rien. Et je me dis, mais elle a un problème, cet enfant. Ça me fait plaisir de voir que tu cuisines.
Et tu me disais que c'était même ta formation initiale, la pâtisserie. Ouais. J'ai... Étant pas un cadre à l'école, Non, ouais, tu as j'étais été vraiment... très vite orienté. J'étais vraiment un petit con à l'école. Ouais. Pas motivé. Tu vois, aujourd'hui, je serais un surdoué aujourd'hui. Parce que je serais tellement con que forcément les parents penseraient que je suis surdoué. Tu vois, comme la moitié des gamins que je vois à l'école. Non, mais il est forcément. Il a un potentiel. Ouais, il est TDAH, ou il est con, c'est tout. Il est complètement con. Et moi, c'était mon cas, j'étais juste complètement con. Mais c'est une époque où on n'allait pas chercher plus loin. Tu vois. Il est con, c'est tout. Et con, ça suffit. Voilà, c'est tout. Et on va dire que, comme dans beaucoup de villes et dans beaucoup de collèges, là où j'étais, c'était vraiment le truc de vas-y, il est trop nul. On s'en débarrasse. Ouais. On va le faire passer quand même jusqu'à temps qu'il dégage, comme ça au moins on a des bonnes notes sur le collège et tout va bien. Et je me suis retrouvé moi en 3e d'insertion, donc c'était moitié école, moitié travail, dans laquelle j'ai fait plusieurs stages. Je travaillais une semaine sur 2, une semaine j'étais à l'école, une semaine j'étais au travail. Au début j'ai commencé dans le carrelage, ça me plaisait pas trop. J'ai terminé en pâtisserie. Et en fait, moi, je suis né en début d'année, en février. J'étais trop jeune pour aller directement au CFA. D'accord. Tu vois, je voulais faire un CFA, faire un apprentissage et machin, j'étais trop jeune. Donc on m'a envoyé dans une classe d'entre-deux. Une classe de P4, t'as peur. P4, pour ceux qui sont trop jeunes, ça veut dire vraiment... Ouais, c'est vraiment des... Ouais. Tu vois, non, vraiment, c'était... Là, c'était complètement fou. Alors, j'étais avec des gars, c'est un cirque presque, tu vois, qu'avec des réformés. Quel bled? C'était à... Putain, c'était à Athis-Mons. Ouais, voilà, ouais. Okay. C'était à Athis-Mons. J'ai plus le nom du truc, mais déjà, t'arrivais dans la classe. Nous, on avait une seule classe. C'est les profs qui se déplaçaient dans notre classe. On n'avait pas besoin d'aller. Mauvais signe. Déjà, parce que forcément, c'était trop loin. Et au plafond, il y avait, tu sais, plein de draps, de rideaux qui étaient mis un peu comme dans un cirque, ça faisait un voile et tout. Non, je sais pas, pour que ce soit cool et qu'on évolue dans un truc un peu cool, tu vois. Façon théâtre, quoi. Ouais, voilà, c'était un théâtre. C'était vraiment une classe de P4. Et quand j'étais là-bas, je travaillais aussi. J'étais à Gérard Mulot, à Saint-Germain-des-Prés, et j'apprenais la pâtisserie, j'apprenais plein de trucs. Et c'était grave cool. C'était le seul moment où j'étais bien, parce qu'à l'école, laisse tomber, c'était n'importe quoi. Et après, j'ai mis un pied dans le CFA et je me suis barré. Ça m'a pas plu. Et aujourd'hui, tu fais tu fous le feu aux gens dans des voitures de sport. Et aujourd'hui, je fous le feu aux gens, je donne des cours. Aujourd'hui. Ouais. J'ai été à la fac, j'ai appelé ma daronne direct. C'est trop J'ai marrant. dit, je suis payé pour aller à la fac. Incroyable. Mais non, aujourd'hui, de par mon travail et de ce que je peux représenter aussi, parce que c'est pas que forcément mon travail. Je travaille avec plein d'artistes, je sais comment ça fonctionne pour rajeunir un peu une image de marque ou pour sensibiliser les jeunes, etc. C'est beaucoup plus facile quand c'est un métier qui parle aux gens. Donc forcément, en travaillant avec des rappeurs, tu as un accès où, bah tiens, lui, il taffe avec des rappeurs, s'il leur parle, peut-être qu'ils vont plus l'écouter, tu vois. Et donc, je me suis retrouvé dans plein de trucs, dans des facs, dans des masterclass au Grand Rex, dans plein de trucs où je donne des cours aux gens, où je parle aux gens. C'est incroyable, j'adore faire ce truc. Ouais. Mais j'ai encore un truc où je me sens, je vais pas dire pas légitime, mais presque, tu vois. T'as le syndrome de l'imposteur un petit peu parce que t'as pas de formation, c'est ça? Frérot, des fois, je reçois des gars qui me demandent des stages, ils sont plus formés que moi. Ouais, je comprends. Tu vois, donc je regarde le CV, je vois son CV, je dis, mais frérot, T'as pas besoin de moi. normalement t'as plus Normalement, de c'est compétences moi. que moi, tu vois ce que je veux Normalement, c'est dire? moi Qu'est-ce qui que tu viens veux voir. m'apprendre? Pourquoi tu veux venir ici? Et donc j'ai un peu ce truc-là, mais avec le temps, ça va, tu vois. J'arrive à me dire, ouais, bon, vas-y, si ça intéresse les gens, allons-y, tu vois. Ouais, mais le syndrome de l'imposteur, quand t'as pas de formation, il est souvent présent, ou il revient souvent parce que tu te dis, mais pourquoi moi, quelle légitimité j'ai à faire ça? C'est ça. Alors Ben, que, moi, en fait, j'arrive à comprendre. tout ton En fait, parcours et tout ce que t'as fait crée cette légitimité. mais moi, c'est entre les deux. C'est que la légitimité, j'arrive à la comprendre à peu près. Ouais. Parce que du coup, j'ai travaillé avec plein de gens. J'ai un book où, tu vois, j'ai fait des livres, des expos, j'ai fait plein de trucs. Donc ça, j'arrive à peu près à le comprendre. Mais c'est juste des fois par rapport aux qualifications. Où tu te dis, mais putain, moi, il y a la moitié des termes, je vais pas les connaître. Tu vois? C'est la moitié des termes techniques, de la vraie technique. Ouais, Je mais suis nul à chier là-dedans. Tu soulèves un truc qui justement m'a fait m'intéresser à ta personnalité. C'est ce truc de je fais et après on en parle, quoi. Ouais. Cette volonté de toujours faire, d'avancer, de pas se mettre de frein. Et alors il y a un truc qui m'intéresse aussi chez toi que j'ai trouvé très marrant. Parce qu'à l'époque on s'est rencontrés, on bossait, il y avait Coria avec qui je bossais, qui était un photographe qui était plus
entre guillemets, chevronné que toi, qui avait un peu plus d'expérience professionnelle, Bien sûr. qui a pu même être un peu un modèle à un moment pour toi. Il doit en avoir tous les 10 cas, ans de carrière de plus que une moi au référence. début où je commence à faire de la photo. Et que toi, t'arrives et en 2 semaines, tu sors un livre. Alors que lui, il a rien sorti. Je crois que jusqu'à présent, il a toujours pas sorti de livre. Même Fifou, il a sorti ses premiers livres il y a 2 ans. Armen, il a jamais sorti de livre. Ouais. Et toi, t'arrives et direct, bim, coup de pied dans la porte. Mais je pense que moi j'avais cette ambition-là. Ouais. Tu vois, j'avais cette ambition-là. Je me suis dit, ok, moi en fait, mon truc c'était, on s'intéresse pas assez à mon travail. Donc il faut que je ramène un truc sur le devant de la table pour qu'on s'intéresse à mon travail. Ouais. Et donc j'ai commencé à le travailler sous forme de livre. Comme un artiste travaillerait un album en fait, tu vois. La différence qu'il va y avoir, c'est que mon premier livre, Le visage du rap, c'est un reportage. C'est différent. Faire un livre artistique, ça demande quand même plus de temps parce que tu as besoin de plus de choses. Mais je pense que ce soit un Coria ou un Fifou, je les ai aussi aidés modestement à développer ce truc artistique. Coria, il va dans un labo photo Central Dupont, c'est moi qui l'emmène. Fifou aussi. Fifou, il travaille avec des gars aujourd'hui sur ses... C'est vrai que du coup, ils se sont remis à ils se sont remis à Fifou, fabriquer, le mec qui lui fait tous ses développements d'argentique pour ses expos, Thomas, c'est moi qui lui ai présenté quand on est parti à Dupont. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc c'est des trucs... Il n'y a pas de game, on va dire, dedans, tu vois. Bon, je parle 3 fois plus à Fifou qu'à Coria, tu vois. Fifou, c'est mon gars, il n'y a rien. Et en vrai, on arrive à... Enfin, demain, je peux avoir une idée d'expo, tu vois, même Ferrat, un des colleurs j'ai vu Dupont, celui qui a fait exactement, ce truc chez qui Dupont, était souvent lors de mes événements. Lui, c'était le premier à me dire, ouais, faites un truc ensemble, on essaie de voir, qui négocie avec la direction pour qu'on puisse... Parce que lui, il a le point de vue extérieur, justement, où il n'est pas dans le game, dans cette espèce de serpent où tout le monde se regarde et parle sur tout le monde. Moi, quand je sors mon premier bouquin, il y a Coria, je le ramène au labo, il est là, il donne un point de vue un peu sur mes photos, il s'exprime, etc. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours eu, moi j'ai toujours eu ce truc de, les gars, en fait, venez, on voit pas le game différemment, mais venez, on ne s'arrête pas. Venez, on ne s'arrête pas qu'à faire des pochettes d'albums. Ouais. Parce qu'en fait, faire des pochettes d'albums et des shootings avec des artistes, c'est très bien. Mais on reste encore dans un cosmos où on est entre nous. Moi, tu vois, quand je suis contacté par des mairies pour faire des expos, quand ils ont l'habitude de mettre des photos ou des expositions de papillons séchés qui n'intéressent foutrement aucun jeune, quand je fais une expo, c'est blindé. Donc le sujet, c'est le rap, mais au final, ils découvrent la photo. Et donc peut-être que ça va les emmener dans un autre milieu artistique. Bien sûr. Comme moi, j'écoutais à la base que du rap, et qu'aujourd'hui, j'écoute de tout. Mais parce que ça a été mon point d'entrée dans la musique, et que du coup, ce point d'entrée te ramène vers plein d'autres choses quand tu le découvres. Et donc en fait, je me suis toujours dit, les gars, en fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut faire plus de livres, plus d'expos. Il faut faire le salon de la photo. Il faut faire, tu vois, des presses spécialisées en images, faire des collaborations avec des grosses marques de photos. Il faut qu'en fait, on soit dans ce domaine-là, comme n'importe quel photographe. Mais les portes étaient très fermées. Après, avec le temps, on a cassé quelques portes. Pas que moi, hein, évidemment. Fifou, il en a pété plein. Coria aussi. Enfin, voilà, tu vois. On a essayé de mettre l'accent un peu là-dessus. Aujourd'hui, le travail est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, moi, quand j'arrive, il n'y a aucune marque qui collabore avec des photographes de rap. Aucune. Ah bah ouais, clairement. T'arrives à une période en plus transitoire aussi. T'as la chance, entre guillemets, d'arriver à une période où les choses se sont un peu décrispées du... Ouais, non, mais bien sûr. Quand je dis... Non, mais moi, je suis même pas en train de dire j'ai fait ça. C'est pas ça que je te dis. C'est juste que le constat, c'est plus quand on arrive, faire une collaboration avec une marque, c'est impossible. Je vais te dire, quand je sors mon premier livre, j'ai des magazines photos qui viennent, mais c'est pas les magazines en eux-mêmes, c'est des pigistes. Tu vois, c'est des pigistes qui viennent, qui me font des interviews pour que ça apparaisse dans Fish Eye, dans l'œil de la photographie, dans tout ça, tu vois. Plusieurs interviews. Il n'y en a aucun qui est sorti. Aucun. Ah ouais? Aucun. Dans les magazines photos, aucun. Genre, tu veux dire que les pigistes, ils ont proposé... Les pigistes, ils ont proposé et que les magazines photos, ils ont dit on s'en bat les couilles. Okay. Parce que le sujet ne les intéressait pas. Ça n'a rien à voir avec la qualité de mon travail. Je peux le remettre en question si tu veux, mais en tout cas, je sais qu'à ce moment-là, c'est ça. Parce que je parle avec eux, ils me disent ouais, je suis désolé, mais le sujet ne les intéresse pas. Et aujourd'hui, que la tendance s'est un peu inversée, aujourd'hui, les magazines photos, c'est facile. Parce qu'en fait, ils ont compris que ceux qui consomment, c'est ceux qui consomment cette musique, et que du coup, ça peut être un truc en plus. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, aujourd'hui, le travail est beaucoup plus facile qu'au moment où je sors ce projet-là. Au moment où je le sors, c'est là, on fait toute la presse rap, facile.
On fait beaucoup de presse, Libération, tout ça, tu vois, presse généraliste. Ouais. Mais ça s'arrête à peu près là. La presse d'art et de photos, il n'y en a aucun qui veut en entendre parler. Alors ce projet, c'est le visage du rap français. Le visage du rap tout court. Le visage du rap, pardon. Parce que c'est vrai que on dit souvent le visage du rap français Ouais. parce que... Mais ça s'arrête au visage du Parce rap. que c'est le premier livre qui est une sorte d'almanach de toutes les gueules qui C'est ont ça. construit cette musique, quoi, des architectes C'est ça. et acteurs de cette musique. L'idée, c'est que moi, je commençais à travailler avec plein d'artistes. Quand je le commence, c'est en 2014. J'ai 24 ans, j'ai des connaissances rapologiques un peu poussées, tu vois. J'essaie de citer Lino et 2-3 anciens que beaucoup de jeunes oublient, tu vois. Et je me dis, en fait, il y a un truc à faire. À la fois, je fais des photos dans le rap. À la fois, je connais bien l'histoire du rap. Il y a un truc à faire entre les deux, tu vois. Et j'ai cette idée, donc on commence à essayer de mettre ça en marche, tu vois. Donc je travaille avec Oxmo, je rencontre Lino. Ce que j'allais dire, Lino, c'est Oxmo qui c'est Oxmo qui démarre le projet. Ouais. En fait, j'appelle un pote à moi, je lui dis j'ai cette idée-là, comme je te dis tout à l'heure que je voulais monter un restaurant. Et il me dit vas-y, j'appelle Oxmo, attends, je reviens vers toi. Il me rappelle, Oxmo il est chaud, on va le chercher demain en bas de chez lui. Et ça se fait vraiment comme ça. Et donc le lendemain, je le fais, sauf qu'Oxmo, on lui dit t'inquiète, on est dessus depuis des mois déjà. Et lui, il se dit ok, méchant. Et donc on fait cette collaboration-là. Le surlendemain, j'ai Lino qui faisait un concert, je crois, au Canal 93. Ouais. Non, c'est pas grave, vas-y, continue. Qui fait un événement au Canal 93. Je me présente là-bas comme si j'étais invité. Je finis par aller en loge, je lui en parle. Et du coup, il me fait comprendre que ça peut être hyper intéressant et important même pour l'histoire du rap si c'est bien réalisé. Il est conscient de la culture, donc... Ouais, c'est ça. Et du coup, je me dis, ok, vas-y, on y va. Et donc, je relance plein de contacts que j'avais déjà. Ouais. Tu vois, Mac Taylor, Niro, pas mal d'artistes avec qui j'avais bossé un peu, tu vois, dans des médias ou dans des trucs. Et donc, je me sers un peu de leur notoriété pour développer mon projet et essayer d'avancer là-dessus. Et rebondir, quoi. En gros, tu pars, tu fais... Il y en a un qui a dit oui, donc... Exactement. Tu contactes toujours, dès que tu veux contacter un gars, tu essaies d'avoir les gars un peu autour de lui, etc. Et puis après, j'arrive à développer des leviers, tu vois, des artistes qui parlent à tout le monde. Et quand les gens ils se disent, ah ouais, lui, il l'a fait, bon, bah, faut peut-être que je le fasse, tu vois. Par exemple, qui Squat. Rocking Squat, Ouais. ça a été un gros levier, surtout que je l'ai fait au Brésil. Tu vois. Ah oui, tu étais parti pour son festival, là. Je suis parti pendant son festival, on a shooté à Rocinha dans les favelas, D'accord, ok. on a fait un shoot qui était totalement improbable. Et quand je le fais, quand je rentre à Paris, tous les jours, c'était la semaine dernière. Ah, la semaine dernière, j'étais avec Squat au Brésil, du coup les gens ils se disent ah ouais, lourd, je leur montre les photos, ils pètent les plombs et ils acceptent plus facilement. Booba, forcément. Booba, quand je le fais, je fais un selfie, je suis avec lui et il le poste sur son Instagram à l'époque. Je me réveille le matin, frère, plus 5000 abonnés, des messages de voilà, partout, il a validé, tu vois. Et donc c'est grave cool. Salif, quand je le fais, frère, c'est une folie, hein, parce qu'il participe à plus aucun projet, qu'il veut plus du tout entendre parler de rap. Eh oui. J'arrive à refaire un truc avec lui, les gens ils sont choqués, donc ça en motive encore d'autres, tu vois. Et après, il y a des trucs que j'ai réussi à faire, où il y a des groupes qui s'étaient pas vus depuis longtemps, j'arrive à les avoir ensemble, j'arrive à... Tu vois, À tous les anciens de... les anciens, j'arrive à avoir Souni MC, personne n'a entendu parler de lui depuis je sais pas combien de temps. On fait les New Generation MC ensemble, enfin plein d'artistes que les gens n'ont pas vus. Tous les pionniers, RL, pour les gens, RL, Joël Ferrati, les gens ils l'ont pas vu depuis très longtemps, tu vois. Et quand je dis bah il a participé au projet, bah forcément il y a tout un pan qui se dit ah ouais mais ok lui il est dedans donc ça peut être intéressant de le faire. Putain il a réussi à retrouver lui, ou tu sais des gens qui entendent des noms qu'ils n'avaient pas entendus depuis 20 ans et ah ouais carrément il est dedans et donc de fil en aiguille. Et je me mets beaucoup de challenges. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis avec un artiste, je me souviens quand je suis avec Busta, je lui dis donne-moi des noms de gens qu'il faudrait qu'ils participent au projet, mais que je pourrais ne pas connaître. Et si tu me cites Oxmo, Ayam, Psychiatre, c'est des gens évidents, mais cite-moi des gens qui sont importants que je pourrais ne pas connaître. Et il me parle de Rico. Ouais, bien sûr. Une semaine après, je lui envoie les photos. Je l'ai retrouvé, bam bam, j'ai dit regarde, c'est bon. Et tu vois, c'était un peu mon challenge de tueur en série avec ma liste de gens à éliminer, tu vois. Le fil rouge. Exactement, mais chez moi, j'avais des post-it partout. Hein. Je te montre des photos, c'est effroyable. Genre, la tapisserie chez ma mère, elle est encore éclatée. J'avais mon bureau là-bas et je mettais des post-it partout auquel lui, je peux l'avoir via lui via son cousin, lui. Attends, je connais un tel qui, lui, peut-être lui. Je connais. Hein. Un vrai truc de fou. Et on a réussi comme ça à faire 400 artistes, quoi. À peu de choses près.
Mais je me rappelle que tu n'arrivais pas à le finir, le livre. C'est impossible. Ouais. Il n'y a pas de fin, parce que au final, déjà, il y a des gens qui refusent. Forcément, il n'y aura pas de fin. Tu vois, un Nesbill, ça devait se faire. Au final, il m'a dit non. Diams, elle m'a dit non. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, je le sors pas, parce qu'ils sont pas dedans. T'as dit non. Ça, je continue. Ouais, Pour moi, c'est pas, ok, le rap, c'est ça. Non, regardez, tous ces gars-là ont fait partie du rap. Mais ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres, tu vois. Et donc, en gros, avec le temps, il y a aussi des jeunes. Il y a l'entourage, il y a Giorgio, j'ai Panama Bendé, quand c'est tout le début, Jossman. Jossman, quand je le mets dedans, je sens un truc arriver, je dis putain, lui il est trop fort. Mais personne mais encore. Il a aucun single, il a rien, mais je sentais un truc. Et donc il y a plein de gens comme ça, sauf que des nouveaux, il peut y en avoir tout le temps. Donc tu es obligé d'un moment de dire ok, j'arrête, tu vois. De se dire là, ça y est, on rend le bébé. Ouais, ça a été je me compliqué. rappelle que ça a été compliqué. Ouais. Ça a été hyper compliqué parce que tu te dis putain, je pourrais faire lui encore, je pourrais faire lui, et puis il y a des trucs que j'avais pas et ça me gonflait, tu vois. Et après tu dis bon, je ferai une réédition au pire. On l'a pas fait, mais je me suis dit... C'est ça, tu devais faire, il était question de faire un deuxième volet. Ouais, mais en fait, en termes de papier et tout, c'est infaisable. Ouais, c'est pas financièrement parlant, le bouquin, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le livre d'art, encore moins, parce que le papier, ça coûte une couille. Et au final, en termes de revenus, tellement de temps passé pour que la Fnac et Amazon se régalent. Oui, toi, tu le fais plus pour avoir À ce moment-là, je le fais pour avoir un catalogue. Une trace, voilà. À ce moment-là, je le fais, j'ai sorti mon projet. C'est un vrai book, quoi. C'est incroyable quand ça sort. La seule contrepartie négative, on va dire, de ce projet-là, c'est que quand ça sort, j'ai évidemment dans le bouquin des photos avec MC Solar, avec Squat, avec plein de gens de l'ancienne génération, et tout de suite on m'assimile à un ancien. Un old-timer, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça a été un problème. Et le deuxième, c'est qu'après ça, je commence à faire des covers, et que vu qu'il y a une grosse notoriété par rapport au livre qui est sorti, tout de suite on me met en concurrence avec des gars qui sont là depuis 20 ans. Ouais, sauf que c'est pas comparable. Ouais. Moi, quand je découvre la photo, je vois des making-of de Fifou qui travaillent avec des gens. Quand j'ai 15 ans, Fifou, il fait déjà des pochettes d'albums. Ouais, bah oui. J'ai évidemment que de l'amour, hein, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas comparable. Parce que, surtout à ce moment-là, parce que je commence à faire des pochettes d'albums en 2018. Et pourtant, Fifou, en plus, c'est le même personnage que toi, mais quelques années auparavant. C'est-à-dire que vous avez plus ou moins la même démarche et la même... non, mais même sans rentrer dans des questions personnelles, etc., c'est juste que moi, en tant que jeune photographe, tu vois, je me retrouve je viens de sortir mon bouquin, on me confie des premières pochettes d'albums, Joker, Jazzy Bass, Que Black, NASA, tu vois, on commence à me les confier, j'en fais quelques-unes, au bout de 3 pochettes d'albums, on met au même rang que Fifou, qui était là, mais genre 15 ans auparavant, qui shootait la pochette d'album de Lino, la pochette d'album de... Tu vois, et donc moi, je me retrouve dans un truc où, frérot, t'as pas le droit à l'erreur, mais t'es pas formé non plus. Et ça a été une période un peu compliquée à vivre, parce que quand tu débutes et que tu te pètes la gueule, c'est pas très grave, tu débutes. Mais quand tu débutes et que tu commences à faire un truc ou deux qui sont pas ouf, mais que t'es mis en comparaison avec des mecs qui sont là depuis 20 ans, ça peut avoir un revers de la médaille qui est hyper difficile. Ça m'a mis la pression en fait. Ah, de fou. De fou. Ça m'a mis une pression de dingue à cette époque-là. Aujourd'hui, je m'en branle, tu vois, je suis en détente. Mais ça t'a mis une pression du coup qui a été positive, parce que ça t'a permis de... Un peu des deux. Parce que positive, parce que ça m'a aidé à essayer de développer mes propres projets, tu vois, du coup, je me suis mis à réfléchir différemment. Ok, j'ai pas les budgets pour faire des trucs de dingue et appeler des chefs déco, et je vais monter mes décors moi-même et j'arriverai à faire un truc quand même bien, tu vois. Mais négatif quand, par exemple, je vais faire un shooting avec un artiste, qu'on fait toute une grosse déco, un truc qui est cool. À la fin, l'artiste, il me dit, je veux un portrait. Comme c'est lui qui décide, il a ce qu'il veut. Mais les gens, ils vont regarder que ce qui est sorti. Les gens, ils vont regarder un portrait, et puis ils vont te dire, David, il est bon qu'à faire des portraits. Du coup, ça a été une période qui était un peu compliquée, tu vois, d'arriver à gérer un peu entre les deux. Et de vivre ce truc-là, ça a été un gros revers. Parce que tu sais, t'as le moment où ton livre il vient de sortir, tous les médias ils parlent de toi, les réseaux sociaux c'est en train d'éclater. Tu vois, il y a un truc où moi j'étais très proche des réseaux, ce que n'étaient pas les anciens. Donc très vite je les ai dépassés un peu en termes de réseaux, parce que j'utilisais beaucoup ça. Bon, ils m'ont tué par la suite, avec grand plaisir, il est 3 fois plus réactif. Mais en tout cas, à cette époque-là, ça marche plutôt bien. Il y a vraiment un truc un peu autour de moi. Et je te dis, moi je me revois faire un décor avec un artiste qui est exceptionnel,
La maison de disques trouve qu'il n'est pas assez identifiable. On finit par faire un portrait tout con. Et il y a des gens qui me disent ouais, mais ça va, le portrait c'est facile, tu vois. Ou d'autres photographes qui vont dire ouais, mais on les appelle eux pour faire des portraits. Nous aussi on peut le faire. Ou tu vois, plein de trucs comme ça qui sont. Tu sais, je suis un être humain, donc je suis sensible à la critique quoi qu'il arrive. Mais en général, les gens quand ils commencent à réagir comme ça, c'est que t'as gagné. Moi, ouais, mais quand c'est le début, en fait, aujourd'hui, je le pense comme ça. Aujourd'hui, je le pense comme ça. Aujourd'hui, en fait, moi, t'as vu, aujourd'hui, je suis dans un autre travail. Moi, je vais donner mon maximum pour pouvoir faire en sorte que ton projet soit au mieux. Mais dans le shooting, si par exemple, je déclenche que le flash, il s'est pas allumé et que c'est cette photo-là que tu veux, je négocie plus, frère. Tant pis pour toi, si c'est ce que tu as voulu, c'est ce que tu as voulu. Donc ça va me mettre une balle dans le pied par rapport à mon travail, parce que les gens ils vont se dire vas-y, il a fait une photo foirée, mais moi j'aurai toute l'occasion de montrer tout ce qu'on avait fait en termes de travail, tu vois. Et ça m'arrive. Tu vois, je te dis, je parlais avec Kamehameha, Sofiane qui me dit, il y a un plan dans un clip où en fait il avait mis le pied, la caméra sur trépied, il a rec, et les gens ont voulu ça dedans, alors que c'était vraiment un test, tu vois. Mais donc, est-ce que tu vas te plaindre au final? Maintenant c'est devenu un travail. J'ai une famille à nourrir, vas-y frérot, on va faire avec. Quand tu produis un truc pour toi, c'est toi l'artisan, c'est toi qui as le final cut, mais quand tu travailles pour quelqu'un, c'est ton client. Mais donc le public ne le voit pas comme ça. Ouais, bien sûr. Le public, lui, va juste se dire, ouais, vas-y, c'est bon, il a fait ça. Moi, j'ai des clients, je fais de la pyrotechnie de temps en temps, j'ai des clients qui m'appellent en me disant, ok, lui, il sait gérer le feu, je veux faire du feu, je vais faire un truc qui répond à la demande d'un client, et après, les gens vont me dire, ah, c'est bon, on sait que tu sais faire du feu. Frérot, je m'en fous, c'est un client qui me le demande. Ouais. Mais c'est là aussi c'est là où il faut savoir dire non, il faut trouver. Mais en fait, pour moi, il faut trouver où être suffisamment. Mais après les gens. Ouais, mais les gens sont pas. Déjà, tout le temps la même chose, mais les gens sont pas avec toi. C'est facile de critiquer, mais les gens ne savent pas dans quelles même circonstances économiques tu peux être. Bien sûr. Tu vois, totalement, les gens, ils fantasment complètement ta réalité. Ouais, c'est ça. Et puis, à un moment, tu sais, moi... bon, maintenant, ma mère, elle est à la retraite, tu vois. Avant qu'elle soit à la retraite, elle n'a plus les moyens de payer son loyer. Je paye son loyer totalement pendant 2 ans. D'accord. Donc, c'est-à-dire que je paye son loyer, je paye sa bouffe, son électricité, son eau, son téléphone. Plus je paye ma bouffe, mon eau, mon électricité, mon téléphone, plus un studio. Ouais. C'est-à-dire si je gagne pas 10 000 € par mois, je suis en banqueroute. Donc, il faut que tu cravaches. Donc frérot, tu m'appelles, tu veux faire un projet, même le projet est éclaté, c'est pas grave, c'est ta responsabilité. Moi, je vais essayer de faire au mieux. Mais je peux te montrer des trucs où... Gros, je suis en train de discuter, je t'ai envoyé l'idée du siècle, on est en train de parler de cette cover, ouais, ça va être fou. Et en fait, non, tu veux un portrait. Et après, quand cette idée-là, je vais la recycler avec quelqu'un d'autre, je vais revenir en mode, ah ouais, putain, c'était une bête d'idée et tout, machin. Mais les gars, moi je réponds à la demande d'un client et je peux rien faire d'autre, tu vois. Et donc, c'est triste, mais c'est ainsi. Et je comprends des fois pour le public que ça peut être choquant de dire, ah ouais, mais attends, lui, ça avait l'air facile, ouais, mais ça c'est tuba, ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Après, il y a beaucoup de projets que je refuse quand c'est vraiment trop éclaté, tu vois. Mais demain, tu veux un portrait, je te fais un portrait. Il sera beau, ça sera pas exceptionnel, mais c'est ce que tu as voulu. Et c'est toujours compliqué d'arriver à trouver ça, j'arrive à comprendre. Oui, surtout quand tu es parti d'une idée avec une intention artistique, ou en tous les cas esthétique particulière, et qu'au final on te demande un truc beaucoup plus simple. Et qui, tu vois, par exemple, un des projets dont on parle le plus, c'est la cover de Jazzy Bass. Jazzy Bass, quand je fais sa cover, la maison disque me dit non. La maison 10 me dit, on le voit pas assez, il n'est pas identifiable, on ne veut pas de cette pochette-là. Limite, c'est beau, mais on s'en branle en fait. Ça ne va pas. Et aujourd'hui, la pochette est indissociable de ce projet-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je vais pas faire le mec, ouais, j'ai une vision ou ça. On a travaillé NDA. C'est qui a forcé? C'est Jazzy Bass qui a forcé le... Ouais, c'est lui. C'est lui, il a dit, ouais, c'est ça, moi je m'en fous. Tant que l'artiste, il a compris ta vision. Ouais, bien sûr. Et qu'il a suffisamment des paires de coronets et qui savent où est-ce qu'ils veulent aller. Parce qu'il y en a qui... En fait, c'est pas qu'ils en ont rien à foutre, c'est qu'ils savent. Ils ont aucune confiance en eux. Il y a les deux. Il y en a qui en ont rien à foutre. Oui. Moi, j'ai des clients qui m'appellent et qui me disent, frérot, la photo, elle est belle ou elle est pas belle, ça me change rien, je vendrai pas plus d'albums. Ouais, ce qui est pas faux. Je suis pas sûr, parce qu'une cover qui est violente, si tu arrives à faire une belle communication derrière, tu peux potentiellement... C'est ça, en fait, c'est que c'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée, bien sûr. Permettre d'embellir et Mais déjà, si tu réfléchis comme ça, tout ton projet, il va être éclaté. Voilà. Si tu te dis, dans ce cas-là, ça sert à quoi que tu ailles dans un bon studio? Ça sert d'écrire un bon texte, ouais. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr. Mais donc tu vois, moi, tu réponds à ça, et je pense que dans la musique, il y a énormément de fantasmes autour de la direction artistique, les décos, les covers, les machins, où les gens, du coup, vont s'imaginer
que tout est réfléchi, que tout est posé, que tout ceci n'est qu'une une stratégie complète de A à Z. Alors qu'en vérité, 80% c'est des erreurs, c'est des mecs qui m'appellent le lundi pour le mardi. C'est souvent ça que surtout que les gens ne savent pas, c'est le côté c'était pour hier, quoi. Bah oui. Parce que ça, c'est quand même un truc qu'on retrouve tout le temps. Et plus les gens sont, entre guillemets, dans une maison de disques ou professionnelle, plus c'est ça, en fait. C'est une folie. Alors que ça devrait être complètement l'inverse, mais... Bah oui. Moi, alors, pour moi, tu as vraiment 3 catégories, tu vois. La première, c'est le mec qui t'appelle le lundi pour le mardi. La deuxième, c'est le mec qui t'appelle le lundi pour le mardi, mais au final, ça sortira 6 mois plus tard. Ouais. Donc ça, c'est les projets les plus catastrophiques parce que tu as tout monté en hyper rapide, tu t'es pressé, tu as serré les coups, tu as serré la vis de partout pour réussir à faire un projet en urgence et au final, ça sort 1 an après. Ouais. Et après, tu as les gars là qui vont te faire confiance, qui est une part qui est beaucoup plus petite. Évidemment, celle que je veux le plus retenir, tu vois, mais qui est pour moi, peut-être allez, 40% du travail. 40%, c'est des mecs qui viennent et qui me disent « Ok, fais ce que tu veux ». Et là, on se régale. Après, ouais. Ce qui est intéressant, c'est les mecs qui te disent fais ce que tu veux, mais qui connaissent un petit peu. Un mec comme McTyre, par exemple, qui va te laisser une marge d'action, mais ça ou d'autres, ou un Hiro, tu vois. Qui va avoir une vision de ce qu'il veut. Bien sûr, où il y aura de l'échange. Ouais. Tu vois, un mec où il y a de l'échange. Si c'est un mec qui me dit juste ouais, moi je veux ça, et qui m'impose un truc, c'est relou. Un mec qui impose rien aussi, c'est relou, parce que tu peux partir dans 4000 directions. C'est ça. Moi, je prends souvent le même exemple. Pour que les gens comprennent à quel point la direction artistique... je peux plus, ouais. Je prends souvent le même exemple pour faire comprendre aux gens à quel point la direction artistique c'est important. La cover de L'Homme Pâle, où il est déguisé en femme et il pleure. Ouais. Elle est cool pour L'Homme Pâle. Tu fais la même à Booba, c'est horrible. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est juste pour comprendre en rapide à quel point la direction artistique ça peut avoir quelque chose d'important, tu vois. C'est que tu peux pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et donc moi, quand je vais travailler avec des clients qui ont déjà une notoriété, qui sont déjà connus, évidemment on peut échanger et essayer d'avancer sur le projet. Quand je travaille avec des clients qui sont en développement, qui n'ont pas encore forcément une carrière, qui ne sont pas encore les plus développés, et ben forcément il me faut des éléments pour que je puisse moi proposer une direction artistique viable. Donc, si on n'a pas le temps d'échanger, ou si tu mets trop de temps à répondre ou machin aussi ou ça, bah forcément ça va être de plus en plus difficile à construire, tu vois. C'est difficile le rapport avec le client quand tu es exécutant. Parce qu'il y a toujours un moment de... Puis ça dépend des gens avec qui tu as affaire, s'ils sont pertinents, s'ils sont pas pertinents, si le chef de projet de la maison de disque il est bon, ou si c'est une tâche. Bien sûr. Mais bon, ça c'est autre chose. Il y a un autre truc qui m'intéresse dans ton parcours aussi, c'est le jeu de société. Ouais. Tu t'es mis à sortir pareil, quand personne s'y attend, quand le truc n'existe pas, le mec sort un jeu de société. J'avais sorti 2, pour être précis. Mais ouais, en fait, alors le premier c'était Culture Rap. C'est sorti pendant le Covid, juste après le Covid. C'est le Covid qui t'a donné l'idée ou... Mais en fait, l'idée simple, elle vient du fait que c'est le Covid, on a un peu foin en famille. Et... On a besoin de thunes, putain. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'argent, parce que c'est pas les produits de papeterie, c'est pas forcément ce qui ramène. Ouais. Non, c'est plus, en fait, on joue à Trivial Pursuit. Ah d'accord, ouais, vous consommez vous-même du jeu, quoi. Et je suis nul à chier. Ouais, t'as pas la culture. Et je dis à ma femme, je dis putain, si les questions c'était sur le rap, je vous aurais fumé. Et donc là, je me dis putain, mais en fait, pourquoi on le fait pas? Et donc on produit un premier jeu de cartes, imprimé en France. Très peu d'exemplaires, donc autant te dire que t'enlèves la TVA, t'enlèves les charges, tu gagnes pas d'argent. C'était juste pour le faire. Mais c'était juste fun, ça a très bien marché. Ensuite j'en ai fait un deuxième. Et après j'ai fait un jeu des 7 familles, parce que je trouvais ça marrant. Ça va bien avec l'univers du rap, parce que le côté famille en plus... Ouais, on a créé des écoles de rap un peu différentes, voilà. On a fait un jeu de 7 familles version rap, et j'ai fait un autre jeu qui n'est pas encore sorti. Ah. Ouais. Exclu Lulu. J'ai fait un jeu de plateau qui est totalement incroyable. D'accord. C'est pareil sur l'univers du rap, okay. Tu commences et il faut que tu finisses rappeur. Avec plein de cases, des classes de clash, des classes... Ah ouais, chambé. Ouais, genre t'as un personnage que tu fais c'est ça, c'est un pion que t'avances et dessus tu vas avoir des cases
Un disque d'or, ça va te faire avancer un peu plus. Des cases où ton titre il est éclaté, tu recules. Tu peux lancer des défis avec les autres joueurs. On a fait un jeu, il est exceptionnel. Booba te valide, tu gagnes 10 points. C'est à peu près ça. On s'est vraiment basé sur ce qui se passe dans le rap. Tu vois, on a mis une case fin de carrière. On a mis des cases un peu à la con. Comeback, tu fais un comeback aux flammes. Comeback aux flammes. Les dessins sont exceptionnels. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est juste les coûts de production qui sont aussi exceptionnels que les dessins, qui font que pour l'instant, on va devoir attendre un petit peu. D'accord. C'est en stand-by, quoi. Ouais, je pense l'année prochaine. Parce que là, je suis en train de finir un livre qui va sortir assez bientôt. Et donc, je vais d'abord me concentrer sur ça. Je vais d'abord perdre de l'argent avec ce livre, avant de perdre de l'argent avec un jeu. Parce que c'est ça le principe, en fait. Dès que tu fais du livre ou du jeu, tu perds de l'argent. En fait, tu gagnes pas énormément. Le visage du rap, quand il est vendu en magasin, je gagne 3,80 €. Sur un livre que j'ai mis 4 ans à faire et qui coûte 50 balles en magasin. Ouais, c'est chaud. Voilà. Donc, t'as beau... 3,80 €. 3,80 €, ouais. Ah ouais. Mais parce que t'as déjà les distributeurs qui prennent 50%. Amazon, Fnac, Cultura, etc. qui prennent 50% du prix de vente. Donc tu tombes à 25, t'enlèves 11 € de prix de fabrication, tu tombes à temps, t'enlèves la TVA, le transport, le prix du graphisme, de ci, de ça, toutes les lignes qu'il y a, le pourcentage de l'éditeur, et il me reste 3,80 €. Ouais, donc en gros, tu aurais mieux fait de l'imprimer. Ça m'aurait coûté trop cher de l'imprimer moi-même. Ah, de l'imprimer toi-même et de le vendre au cul du camion. Ouais, ça m'aurait coûté trop cher parce que le papier ça coûte une blinde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le produit plus. On a arrêté de le produire, ça coûte trop cher. Et donc en gros là, prochain livre ça va être pareil, prochain jeu ça sera probablement pareil. Après ça fait circuler l'argent. Ça c'est quelque chose dans une société qui est plutôt cool, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres. Sûr, ça te permet de voir un peu ce qui vient. On gagne de l'argent, hein. Je vais pas non plus cracher dessus, mais si tu gagnes 2000 balles sur un jeu, c'est un maximum. Et pourtant t'as mis 6 mois à le faire, 6 mois à le faire, tu dors pas. T'as passé là le temps dessus, je comprends. Ouais, mais c'est cool, hein. Tu vois, non, moi et donc je trouve ça cool, moi. Ça, la motivation de ça, c'est vraiment le truc de... Je me régale. Vas-y, j'ai envie de jouer à ce jeu, donc je le fais, quoi. Ça me régale, moi je me dis, vas-y, J'aime bien, mais c'est charmé, hein. Mais en fait, j'ai envie de créer mes propres trucs. D'accord. Et alors, il y a deux choses. Premièrement, ça me régale, et même si on va pas en vendre des milliers, les gens qui vont l'acheter, ça va les régaler. J'ai que des retours fous sur Cultura, des gens qui ont appris des anecdotes, des machins, sur le jeu de cette famille, les gens qui kiffent. Tu vois, on fait à chaque projet, quand je fais par exemple les off, on fait une tournée. On va faire des dédicaces un peu partout dans toute la France, on rencontre des gens, on joue avec eux, on discute, tu vois. Ouais. Et c'est tout cet aspect-là, moi, que je trouve incroyable. C'est dommage que tu nous en aies pas amené un, qu'on puisse visualiser le bazar, mais c'est pas grave, tu montreras une prochaine fois. C'est pas avec grand plaisir, je te fais livrer un. Tu veux goûter ça? Bah évidemment. Elle aurait peut-être mérité un petit coup de chaud, une petite chantilly, mais je pense que comme ça déjà ça peut être pas mal. Vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein, tape dedans. Je veux bien couper aussi si c'est un moitié aussi. Allez, vas-y. Tu veux un autre café? Non, c'est parfait, moi je suis au rhum, hein, je suis pas au café. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Charlie, tu veux un bout de tarte? Alors, qu'est-ce que tu dis de cette petite tarte aux pommes? Magnifiquement subtile après ce repas un peu chargé. Un peu chargé, hein, quand même. Hein. Ouais. Bon, vu que tu cuisines, franchement, je t'invite fortement à aller regarder ces vidéos, à les partager avec tes amis et leur faire de bons repas. Faire le pain, là, tu vas voir. Ça, c'est la prochaine étape, ça. Ouais. Si t'as un four qui marche... J'ai un four à pizza. C'est formidable. T'inquiète, comme t'as vu le pain que je t'ai fait, t'as pas besoin de four. Ouais. T'as une poêle, ça suffit. T'inquiète. Ça, c'est bien. C'est réglé. Ça, c'est trop bien, ça. Trop bien. Le coup de faire son pain, hashtag faites votre pain, c'est charmé. Moi, ce que je voulais savoir maintenant, c'est quoi La prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape, un livre que je suis en train de faire. Ouais. Qui est un livre technique photo. Ah, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le coup des off. Ça, c'était bien, ça. Ouais. Ben, le dernier projet, du coup, c'était les off. C'est un artbook sur le meilleur de mon travail, pochette d'album, photos de presse, tout ce que j'ai pu faire de mieux, avec beaucoup de coulisses, d'anecdotes. C'est un peu un carnet de bord, tu vois. Et de technique aussi, t'expliques... Technique léger.
D'accord. Mais il y a quelques trucs quand même, et du coup, c'est quelques sursauts de techniques dans le bouquin me sont revenus plusieurs fois sur les réseaux. Putain, niveau technique, c'était cool, c'était facile. Tu voudrais pas bosser un livre vraiment que sur la technique? Je me suis dit, pourquoi pas? Allons-y, est-ce qu'on peut vulgariser un peu ce truc-là et arriver avec des termes des fois plus simples pour les cons comme moi qui comprennent pas tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on y va. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on est dessus. J'ai un dessinateur qui me fait beaucoup de croquis. J'ai un gars là qui est en train de bosser un peu la direction artistique de la maquette, tu sais, tout ce qui va être typo, etc. Tu vois. Au niveau des textes, on a quasiment tout terminé. Il me reste beaucoup de visuels à faire. Tu vois, donc ça va être du visuel pour comprendre la différence des optiques à un même point, tu vois, à une même distance. Je vais mettre l'appareil sur trépied et utiliser toutes les focales différentes pour qu'on comprenne bien les angles de champ. Ça va être des photos pour montrer justement la déformation du visage selon aussi les optiques, la lumière, comment elle agit sur le visage selon là où elle est placée, etc. etc. Ensuite, il y a un gros chapitre que je suis en train de bosser qui est sur la direction artistique. Comment je mène à bien tel ou tel projet, comment je suis parti de tel titre pour arriver à telle idée, etc. Pour ouvrir un peu l'esprit des jeunes photographes ou pas qui regarderont ce projet. Et après, on a beaucoup de trucs sur comment communiquer sur son travail et sur des tips du quotidien qui peuvent te sauver la vie pendant un shoot. Tu vois. Et pourtant, tu disais que faire des livres, ça rapporte pas d'argent. Mais parce qu'il n'y a pas que l'oseille. Il n'y a pas que l'oseille. En vrai, j'ai la chance de vivre plutôt bien. Je te dis, ça rapporte pas d'argent, je vais en gagner un peu. Mais par rapport au temps que j'ai investi, et même l'investissement du bouquin en soi, parce que le papier, ça coûte extrêmement cher. Une fois que tu as payé tes charges, ta TVA, que tu as payé les gens qui ont travaillé dessus, et les envois, oui, il reste pas énorme. Quoi qu'il arrive, tu as gagné quand même un peu d'argent, si tu vends tout. Mais l'idée, c'est surtout de se dire, voilà, je crée quelque chose de nouveau. Du coup, en créant quelque chose, il y a des gens qui entendent parler de mon travail, peut-être que ça me ramènera un client en plus ou non. Ça aide à installer un peu plus mon nom dans la photo, tu vois. Et ça m'aide à développer une relation avec des photographes qui me suivent. Tu vois, où je vais leur expliquer des techniques, où je vais rentrer dans un truc qu'aujourd'hui quasiment aucun photographe ne fait. Ouais, ce que j'allais dire, c'est ou beaucoup de photographes qui se sont spécialisés là-dedans, mais qui n'ont pas forcément le background que plein d'autres photographes peuvent avoir. Tu vois, si c'est regarder un photographe dont on n'a jamais vu le travail, et qui va te raconter qui va te raconter une formation. Voilà, comment on fait un ISO, c'est quoi la différence ou le machin, parce qu'il vient juste de lire le texte. Bon, c'est cool, mais en soi, ça sera moins porteur que si demain, Salgado, il m'apprend comment on cadre la photo de paysage. Là, je veux bien l'écouter. Ou un photographe de guerre qui va t'expliquer comment esquiver une patrouille militaire pour pouvoir faire ta photo. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, c'est profiter un peu de la pseudo-notoriété que je peux avoir et de la visibilité que j'ai pour justement essayer de montrer aux gens et apprendre toujours un peu plus, tu vois. Je trouve ça cool. J'ai vu aussi sur tes réseaux, là, il y a quelque temps, que tu faisais un truc avec des jeunes artistes. Ouais. Même c'était niveau musical, c'est-à-dire que tu leur envoyais d'envoyer des maquettes et que tu écoutais. En fait, on fait un truc que j'avais commencé au studio dans le 18, que j'appelais et que j'appelle toujours la journée des indés. En gros, pour la faire simple, je pense que dans le commerce, tu as deux manières de réfléchir. Imaginons que tu es un restaurant, c'est soit mon assiette elle me coûte 4 €, donc il faut que je la vende 12 pour payer mes charges, soit la nourriture que j'ai payée aujourd'hui en coûte 500, quoi qu'il arrive, il faut que j'en rentre 1000. Comme font les restaurants à volonté par exemple. Et ben moi je suis un peu sur cette formule-là que pour les indés, une fois de temps en temps, dans une formule à volonté. Au lieu d'aller facturer cher une maison de disques, on va facturer pas très cher une dizaine d'artistes qu'on va se faire passer dans la journée. Donc c'est des journées qui sont effroyables parce que ça enchaîne, c'est hyper dur, mais en même temps on rencontre plein de gens, on développe plusieurs projets, eux ça leur fait des budgets qui sont beaucoup plus accessibles. Nous à la fin de la journée, on n'a pas perdu d'argent, tu vois, on s'y retrouve. Et du coup ça aide aussi de jeunes artistes à se développer un peu plus, à montrer une image de meilleure qualité
à développer des projets qu'ils n'auraient pas pu développer s'il n'y avait pas eu cette journée-là. C'est une bonne, économiquement, toi tu t'y retrouves, et puis c'est surtout une transmission qui est intéressante. Tu donnes un premier accès à des gens qui veulent un travail de qualité. C'est ça. Et après, souvent, moi c'est un truc que je développe beaucoup, mais je vais pas dire que j'affectionne plus, parce qu'il y a énormément d'artistes avec qui j'aime bosser, mais tu as une pression en moins quand tu travailles avec un artiste indépendant. Ouais, bien sûr. Parce qu'il est seul. Non pas parce qu'il est indépendant et qu'on s'en fout, mais c'est juste parce qu'il est seul et que quand je vais travailler pour une maison de disques, pour un gros artiste, il va y avoir 15 personnes, il faut satisfaire 15 personnes. Ouais. Quand il n'y a qu'un seul gars, toi, je te vends un projet, t'aimes bien, on y va. Et souvent, on peut faire des trucs de con, tu vois, qu'on pourrait pas faire en maison de disques, parce qu'il faudrait plus de sécurité, donc du coup, les budgets sont 3 fois plus chers. Là, on a fait une cover avec un gars, il voulait être pendu à l'envers, j'ai appelé mon voisin, il a un chariot élévateur, on a mis une corde, on l'a pendu par les pieds, on a fait une photo. Jamais de ta vie tu fais ça en maison de disque. Ouais, d'ailleurs le premier truc que je me suis dit, mais attends, mais comment ils font pour le sécuriser au du pied, tu vois? Bah il y a rien, il avait mal. J'ai vu. Il avait mal, on a fait 3 photos et il a voulu arrêter, il est reparti en boitant. Mais ça flingue. Tu vois, et en maison de 10, ça, impossible. On t'aurait demandé une sécu, la sécu fait que ça augmente le prix, on t'aurait demandé ça augmente encore le prix et machin, et au final, bah, ça devient trop cher parce qu'il y a eu trop de choses à gérer, tu vois. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, toi tu réfléchis après, quoi. Ouais, c'est ça. Son pied, il aurait cassé, on a l'hôpital qui est pas loin, tu vois. Ouais. Ça, c'est souvent la limite. Je me rappelle, j'avais fait un clip avec Salif, pour l'album Curriculum Vitae, là, un clip qui est pas sorti parce qu'il nous l'a rebalancé, puis finalement qui a fuité et qui était sorti. Ok. Et on était dans un hangar complètement désaffecté, sans la moindre autorisation, et on finit le tournage, il fait nuit. Tu vois ? Nous, on avait fait tout un système de balises, on avait sécurisé au maximum le truc, mais ça reste quand même un endroit dans lequel il y a des trous, etc. Ouais. Et il y a une meuf qui était venue, il y avait une partie de poker, et je voulais qu'il y ait une migale qui traîne, etc. sur les jetons de poker. Et la meuf, elle était venue avec, sauf que son mec, il est venu furibard en mode genre, qu'est-ce que tu fais sur un tournage de rappeur ? Il a récupéré sa meuf, la migale, il est parti. Et on lui dit, fais gaffe, passe pas par là, passe par là. Et tout, il a fait son malin. On entend, boum. Il tombe dans un trou, pleine nuit, avec la migale. Frère, il est tombé dans un truc, ça devait faire 3 mètres, 4 mètres de haut. Que des puits, des trucs d'acide, des tuyaux rouillés, etc. Ouais, pour moi, il était dead, le mec. Finalement, on a retrouvé la migale, on a ressorti le mec, ils l'ont emmené à l'hôpital et il n'y a pas eu de problème, mais je me suis dit, ça y est, je vais finir en prison pour un tournage. Ça m'est arrivé une fois, on était dans un... Ça peut aller vite, quoi, je veux dire. C'est pour ça que des fois aussi, le fait de faire et réfléchir après... Ouais, c'est un peu chiant, après ça dépend. Il faut passer par là pour faire son expérience et tout, mais quand même... Faut faire attention. Ouais, il faut un juste milieu. Après, je t'avoue, j'y suis pas encore au juste milieu. Mais ça m'est arrivé une fois, on fait un tournage avec 7 Jaws, Web7 maintenant. On est dans un entrepôt et je sais pas, on est avec des arcs, on tire des flèches en feu. Tu vois, vraiment une vidéo complètement con. Et en fait, il recule et il tombe et il se rattrape comme ça. Et nous, on le voit pas, on dit wesh, on le lève et t'as un trou de 6 mètres en dessous. Énorme, il serait mort. Et en fait, il a eu le réflexe de mettre ses bras et il s'est retenu. Mais sinon, il tombait, quoi. Ouais. Tu vois. Et là, bon, tu te dis, ah ouais, quand même. Sur le coup, tu captes pas, c'est après tu réalises et tu te dis, ah ouais, merde. Ouais, c'est chaud. Mais moi, ça m'arrive souvent, ça. Ouais. De regarder après, quand on a fait la cover avec Fada, sa tête, elle brûle. Enfin, je regarde et je dis, ouais, c'était peut-être un peu dangereux quand même. Bah ouais. Mais visuellement, ça flingue. Ça flingue, ouais. Visuellement, ça flingue. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a des normes de sécurité, en fait. Ouais, mais après, il voulait le faire, donc voilà. Sacré David. Sur quoi on peut se quitter ? Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, là ? Du repos. Ouais. Non, on a ouvert le studio, j'espère que ça va tourner un peu, tu vois, là on est dans un entre-deux, en même temps la société vient d'ouvrir, donc faire plus de communication, bouger un peu plus. Après moi j'arrive à faire beaucoup de tournages là-bas, donc c'est cool, mais on veut l'ouvrir à des photographes, des réalisateurs qui veulent... Ouais, tu veux que l'endroit existe ouais, c'est ça, qu'il existe par lui-même. Indépendamment que toi, quoi.
qu'il existe par lui-même, donc on est en train de développer ça. Et puis les voitures, la vie, les enfants. On peut parler des voitures, bordel. Voilà, mec. C'est vrai que moi je t'ai connu, t'avais pas encore. J'avais une Smart, frère. Ouais, voilà ce que je cherchais la voiture que t'avais. Mais c'est vrai que t'avais pas encore tes voitures d'américains là. Ouais. Ah, t'es J'avais pire une que Smart Booba, et- toi t'es pire que Booba, c'est même pas nique la pollution, je roule en 4x4, nique la pollution, toi tu roules en voiture vintage américaine. Ouais, mais ça pollue pas tant que ça. Comment tu t'en sors au niveau de l'essence? T'as acheté une Tacos C'est aussi, cher, non? c'est cher. Après, je les sors pas tous les jours, donc ça va, c'est mais ouf, c'est hein. cher. Ouais, 30 litres au 100 pour voilà, la plus c'est grosse. Et après, j'ai acheté un Mustang Cab en 6 cylindres. Les gens vont gueuler, mais déjà, vous avez même pas de V8, alors parlez pas avec moi, merde. La plupart du temps, on me dit ça, oh, c'est un 6 cylindres. Et c'est quoi ta Mustang? Voilà, mais c'est cool parce que ça me permet de consommer moins. C'est un plus petit moteur, ça fait un peu moins de bruit, mais en cabriolet c'est très cool et ça consomme 12 litres au 100, donc ça va, tu deviens... Et ce truc-là, peu près raisonnable. c'est quoi? C'est un fantasme Non, mais en d'enfance, fait, c'est j'ai eu, mais ma mère elle avait pas le permis, donc je sais pas si j'ai eu un fantasme de gosse. Ma mère elle avait pas le permis, on n'avait pas de voiture, mais justement, on ça prenait peut pas le être bus. aussi Mais non, c'est vraiment un truc où je me suis dit, j'ai travaillé pour une marque, j'ai récupéré un peu de rond, j'ai voulu me faire plaisir, c'était pendant le confinement aussi. J'ai acheté une Mustang Cab, je me déplace avec parce que c'est ma voiture, tu vois. Donc je vais sur un tournage, 2 tournages, 3 tournages. Et quand je vais au boulot, on me demande souvent est-ce que je la loue pour des clips, tu vois. Donc au début, je suis pas forcément chaud et à la fin, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me dis ok, ça peut être intéressant. ça peut être un bon... Voilà, on fait un clip, 2 clips, 3 clips, je dis ok, je vais en acheter une deuxième, j'en achète une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et maintenant j'en ai 5. D'accord. Et ça te coûte pas trop cher en assurance, etc. Non, Tu c'est des retrouves, quoi. cartes grises collection, c'est pas si cher que ça. D'accord. Je fais de la location avec de particulier à particulier, en passant par des sites comme Roadster, WeDriveIt, plein de sites de location de Oui, en voitures. gros, c'est un investissement comme un autre, quoi. Excuse-moi. En gros, je pense que c'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire si tu as un peu de rond. Parce que ça se loue, ça perd pas de prix. Et ma voiture, je vais la revendre le même prix que je l'ai acheté, voire plus cher. ouais, parce que Et donc t'as du bien coup, fait tu es dans une modification. rentabilité qui est quasiment immédiate, tant que tu n'as pas d'accident. Si après tu la mets dans un mur, ça peut être compliqué. Mais si tu es bricoleur, moi parce je suis que très bricoleur. J'ai vu que t'avais eu... V'là Moi, les je suis galères. là les pannes, mais moi je mets les mains dedans, tu vois. Je mets les mains dedans, je sais pas faire, dis ok, je démonte, et frère, il y a une voiture, je l'ai déculassée, ça j'ai fait, tu verras, ça fait des stories rigolotes, hein, mais... Ah, ça me régale, moi j'ai fait des... Laisse tomber. L'autre jour, je rentrais chez moi, bam, je tombe en panne, main dans le moteur, je suis en train de changer une courroie, il y a les keufs qui arrivent, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Bah, je change une courroie, là. Hein? T'as pas vu la voiture, elle a 1000 ans, je suis en train de changer la courroie. Et ça va aller? Ouais, vous en faites pas. Ok, bonne journée. Et je suis en train de refaire la courroie du 6 cylindres. J'ai toujours une caisse à outils. Mets ta lumière par là, s'il te plaît. J'ai toujours une caisse à outils, 2-3 trucs qui traînent et bam bam bam, on y va, tu vois. C'est vrai que quand tu sais faire, pourquoi se priver, hein? Mais en fait, c'est même pas qu'une question de savoir-faire, c'est aussi que à l'époque, les voitures étaient beaucoup plus simples. Simple, ouais. Il n'y a pas Il y a d'électronique, ouais, c'est bien des sûr. Lego. C'est-à-dire que si ça va là, c'est que ça devait aller là. Ouais. C'est impossible de te tromper, tu vois. Non mais vraiment, tu vois, Ouais, je capte. sur le 6 cylindres, j'ai tout refait. Ouais. J'ai refait l'intérieur, les cuirs, j'ai refait les supports moteurs, je l'ai déculassé, j'ai refait 1 milliard de trucs dessus et je fais quasiment tout moi-même. Il n'y a que là où en fait j'ai pas beaucoup de temps et il y a plusieurs petits trucs à reprendre. Donc je l'ai envoyé à un spécialiste, il me refait la voiture quasiment à neuf et après je la récupère, tu vois. Mais sinon l'entretien de tous les jours, je le fais tout seul. Chambé. Ça me fait halluciner parce que j'ai même pas mon permis, donc... je suis Ouais, non, moi avec j'adore. sa voiture. Moi, j'adore les caisses. Mais il y a un côté anachronique un peu, du moins. On est en 2025 et tu trimbales avec des voitures dont me parlait mon daron. Ouais, non mais moi c'est incroyable, tu sais, Et, des fois je regarde, je suis dans ma caisse et j'écoute des vieux sons, tu vois. ouais. Je vais écouter un Ray Charles d'époque et je me dis en fait dans cette voiture-là, voiture, il y a ouais. un jour un mec à la radio qui a dit Ouais. et voici le nouveau son de Ray Charles. Et nous c'est un classique, tu vois. Ouais, Ça me fait triper c'est- de ouf. C'est trippant de se dire surtout que, comme tu dis, il n'y a pas d'électronique. Demain, il y a un problème magnétique, etc. La plupart des voitures, elles n'avancent pas. La tienne, elle continuera à avancer. Ouais. La seule électronique qu'il y a, c'est la batterie, c'est tout. Il n'y a rien dedans. Non, moi j'adore, tu vois, je roule avec ça, je cruise, les gens sont... C'est un capital sympathie incroyable.
Tu te balades à Paris et les gens te laissent passer, tu vois. Ah ouais, non, mais ça c'est évident. C'est évident que tu fais kiffer tout le monde, les gens au feu rouge, les autres automobilistes, ils te regardent, ils te parlent. Tout le etc. monde, Ouais, c'est dans bien sûr. une ville où il y a un nombre de cons au volant aussi élevé que celui de Paris, les gens te laissent passer. Et les gens, comme ils n'ont pas de conscience financière sur ce style de véhicule, je passe sur les champs et des mecs en féfé, ils se brisent la nuque en regardant la voiture. Ouais. Alors qu'ils ont 4 fois ma voiture dans les mains. Mais le charme. Ouais, bah surtout là, tu parles de voitures avec un ronronnement particulier, avec une esthétique particulière, et puis qui sont, je pense à la Mustang, là, t'as celle de Bullitt, non il me semble. Non, Tu l'avais non, à c'est un pas une moment, Bullitt, celle-là c'est une 1970 que j'aime. Un coupé 70 magnifique. C'est pas celle qu'il a dans Bullitt? Non, Ouais, il me semblait que t'avais celle-là à un moment. mais c'est dans Bullitt c'était un fastback. Ouais. J'en ai une cabriolet. Pas fastback. D'accord, ouais, ok. Parce que ça, tu vois, quand tu fais rien, hein, tu fais les gens ils sont en mode, qu'est-ce qui se Ouais. passe quoi. C'est comme les Harley Davidson, c'est le rêve américain en fait. C'est ça. Ouais. Et t'as pas les. Non, mais tu sais qu'à chaque pas- fois que j'arrive à un feu, j'ai des gars qui me disaient j'ai pas de suspension Et ça hydraulique. t'a jamais branché Non. les En vrai, si, laybacks mais comme ça mais là c'est compliqué en France, tu vois. Ouais. Contrôle technique, faut que tu enlèves tout, que tu remettes. Ah, vas-y, ça fait chier. Et en plus, faut mettre des ronds pour avoir ce style de Ouais, je voiture. me rappelle les gars, tous les potes de Roca là, etc. là, qui nous avaient ramené les voitures pour les clips ou même ils faisaient des réunions, Ouais, ils font des rassos. hein. des shows et tout. Les gars, tu te dis mais waouh. Ouais, non, mais ça coûte des ronds. Juste le fait de stabiliser tout le train avant pour que quand ils redescendent, tout s'aplatisse pas comme Ouais, une mais grosse crêpe. il nous expliquait là juste les pneus. Ouais, Juste avoir les bonnes tailles de pneus. Lui, quand on avait tourné à Montreuil, il était venu, il avait eu un accident, il avait crevé un pneu sur le périph', je crois, ou un truc comme ça. Juste pour avoir le pneu, c'était une zermie. ouais, moi il y a des trucs Il y qu'on avait un galère. pneu Des qui fois. avait éclaté, un truc comme ça. Des fois, on a des trucs qu'on Mais galère. c'est vrai que c'est beau, hein, une voiture comme ça, là, les lowriders, c'est un délire, quoi. Bah, maintenant, tu vois, ça fait partie intégrante du studio. Ouais. En fait, tu peux louer le studio directement avec une voiture, avec de la pyrotechnie, avec un Ouais, toi, décor, avec c'est tout ton ce que tu veux. esthétique en plus, ouais, Et clairement. ouais, moi, Ouais. je les ai pas achetés pour me dire, ah, je vais faire le mec qui roule. C'est parce que je kiffe ça, tu vois. J'ai retrouvé, ça c'était marrant, un jour, je suis en train de terminer un peu ma nièce, tu vois, je me fous de sa gueule et je vais sur Facebook, je récupère des vieilles photos, je les poste dans ma story et tout. Et quand je fais ça, je me dis, je vais aller bloquer mon ancien Facebook, comme ça, ils ne me retrouvent pas de fichiers pour se foutre de ma gueule, tu vois. Ouais. Et quand je le fais, je vois, il y a un album Mustang, et où j'ai publié plein de photos de Mustang, dont une qui est quasiment identique à celle que j'ai aujourd'hui. Et c'était genre 2010 par là, et je dis ouais, un jour j'en aurai. Et là, Ah oui, d'accord, tu c'est vois, des photos que tu avais vues. des photos que j'avais, j'avais mis un album. album à la con, je dis Ok. c'est ça que je veux, un jour je l'aurai. La moitié des commentaires c'est tu rêves, tu l'auras pas. J'en ai 5, la vie est belle. Faut absolument pas s'interdire de rêver, c'est pour moi la chose la plus importante qui nous reste, frère, dans ce pays. Si au moins tu peux rêver, viser grand. Peut-être que tu n'y arriveras pas, mais si tu vises grand, tu atterriras quelque part au moins. Si tu vises pas du tout, ça va être compliqué. En parlant de ça, il y a un truc dont on n'a pas parlé, où j'étais fier de toi aussi quand je t'ai vu exposer à l'étranger. Ouais, Tu as été sur le continent américain, tu as été Ouais. au Canada et aux États-Unis, c'est ouais, ça? j'ai exposé à New York, à Montréal, j'ai exposé au Maroc, en Guinée, en Belgique, en Suisse. J'ai exposé dans plein de pays, hein. C'était grave cool. Franchement, c'était grave cool. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ça, justement, humainement, surtout? Humainement, le voyage forme la jeunesse, j'ai envie de te dire. Donc tu rencontres plein de gens, tu parles avec plein de gens, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai rencontré plein d'artistes, au Canada notamment, où j'ai rencontré des directeurs de maisons de disques. Puis ils m'ont demandé de revenir là-bas, bosser avec des artistes. J'ai commencé à travailler avec des rappeurs canadiens, etc. Donc ça ouvre des portes, en fait, tu vois. C'est Avant ok. ça, t'étais parti déjà? Non, jamais. Parce que toi, t'es pas le mec qui avait beaucoup voyagé, non? Si, j'ai voyagé de dingue, mais dans le cadre de mon travail. Voilà, non mais je veux dire, avant Avant de faire de la photo, je voyageais en France, quoi, c'est tout. D'accord. Je prenais le train et je me Parce que mangeais ça, c'est des amendes. intéressant aussi de le dire aux gens. Ah non, c'est moi que, j'avais jamais quitté la France avant de commencer dans mon taf. Et aujourd'hui, j'ai visité une centaine de pays, je pense. Au moins une cinquantaine facile. Tu vois. Ça, c'est intéressant de le dire parce que moi, pareil, économiquement, tu parlais de partir en vacances avec les parents ou avec tes frères et sœurs. Moi, c'est pareil, c'est un truc que j'ai pas trop connu.
j'ai voyagé super tard. Ouais, moi aussi. Et souvent, le métier m'a donné l'occasion d'aller ailleurs. Et en plus, quand tu arrives pour travailler dans un pays, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un, tu as déjà un contact avec quelqu'un, donc Ouais, tu vas bien passer des étapes, ça va te faire aller beaucoup plus vite. Ouais, bien sûr. Tu vas rencontrer le pays, Moi, beaucoup plus fort en fait. Avant la photo, j'avais été en Espagne juste, tu vois, parce que Ouais. ma femme est à moitié espagnole, donc c'était beaucoup plus facile. Ok. Mais j'avais visité aucun autre pays. Et après, je suis parti un peu partout en Europe, tu vois, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine. Ouais, à partir du moment où tu traverses une mer ou un océan, de toute façon... Ouais, ça y est, j'ai commencé à aller un peu partout et c'est cool. J'ai fait des trucs en Colombie pendant une quinzaine de jours. Le Brésil, je l'ai fait 3 fois. Tu vois, je suis allé dans trop de pays dans le cadre de mon taf et c'est mortel, tu vois. Tu rencontres d'autres gens, d'autres cultures, tu te balades dans des trucs que tu as vus à la télé. Tu vois, Times Square, c'est quelque chose, tu vois. Ouais, la bouffe, oh la bouffe. Putain, la Colombie, les empanadas là, ah, c'est trop. C'est trop. Ouais. Mais je me suis beaucoup plus régalé en Amérique latine qu'aux États-Unis et au Canada. Bien sûr, ouais. Aux États-Unis, c'est très très gras. Boire de l'eau, ça coûte moins cher qu'acheter un burger. Plus cher. Ça coûte plus cher qu'acheter un burger. Ouais, donc au final, tout le monde bouffe de la merde. Le Canada, laisse tomber. Leur plat traditionnel, c'est la poutine, frère. Poutine. Donc déjà, tu vois que ça y est, il y a un problème. C'est dégueulasse, putain. C'est dégueulasse. J'adore les Canadiens, je vous kiffe, mais putain, mon frère, vous avez mis autant de temps à élaborer cette recette, c'est incroyable. Ouais, non, mais c'est des frites qui n'en sont pas, un fond de veau qui est horrible et du fromage, on sait même pas ce que c'est, non, c'est pas possible. Mais en Amérique latine, tu te régales. En Amérique latine, beaucoup de street food. Tu vois, des petits gars qui sont en train de faire des brochettes, pam, tu prends ça, tu manges des sandwichs, des empanadas, des trucs, ils font des trucs totalement improbables, ça coûte rien, tu mets 3 balles, tu repars avec à bouffer, c'est incroyable, incroyable. Je me suis... Ouais. C'est ça le truc, c'est ça que tu aurais dû faire. Ouais, je vais en faire, t'inquiète. Ben là, déjà, j'avais 1000 envies, hein. J'ai fait les filochés de bœuf, mais j'avais envie de faire... C'était parfait. J'avais envie de faire du poulet frit, j'avais envie de faire des... 1000 trucs. Donc, voilà. Hein. On a fait cette première petite rencontre dans ma kitchen autour de ces quelques plats. On a échangé un petit peu, tu m'as raconté un petit peu ton rapport à tout ça, c'est cool. C'est magnifique, merveilleux. On a goûté 2-3 trucs, qu'est-ce que tu retiens ? Que ton bœuf effiloché est incroyable, hein. C'est ça que je retiens, mec. Le sandwich et le pain, je vais le faire moi-même maintenant. C'est ça l'avantage. Quand tu sais faire du pain, tu sais faire des sandwichs. Quand tu sais faire des sandwichs, tu sais manger. Et quand tu manges, t'as plus faim. Retiens bien. Bon, la famille. C'était David Delaplace. Lui-même en personne. Dans ma kitchen. Thierry l'héritier. On est pas mal, non ? Normalement, on est bien. Bel épisode. J'espère que techniquement, je vais m'en sortir. J'ai l'impression qu'il va me manquer pas mal de rush. Je repasse, au pire, tu ça fais va des être du empanadas. bricolage, et au pire, voilà, ça va être... Je repasse, je m'habille différemment et dans le montage, tu fais comme si c'était moi. Non, au pire, on fait une deuxième discussion, t'inquiète. Avec grand plaisir. Comme ça, tu me ramèneras des jeux de société et on pourra se faire une partie. Allez. Je sors repu de cet épisode. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que ce qu'on a dit, ça peut être inspirant et pas trop con. Si ça a été con, je m'en excuse ou pas d'ailleurs. Santé à vous, c'était David. La bise. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. Si vous êtes là, vous êtes des vrais, donc maximum respect. C'était David Delaplace. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous n'avez pas apprécié l'épisode, allez vous fils de... On va la refaire.